Greta. C'est bon. Le stop est lancé. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce dernier conseil municipal de l'année. Donc nous allons procéder d'abord à l'appel des présents. Je ne sais pas si j'ai eu toutes les procurations éventuellement. N'hésitez pas à me faire passer les procurations. Si vous avez des procurations. Je les ai oubliés. Tant pis. Tant pis pour moi. Je peux repasser à la maison, je les ai oubliés. Bon. Pour les... On avait organisé le conseil municipal d'une façon un petit peu particulière pour répondre davantage à des objectifs en matière de sécurité sanitaire. Donc on prendra vos procurations, vous nous les ferez passer. Merci, je vous remercie. Voilà. C'est vrai que... Alors je vais procéder d'abord à l'appel des présents. Goyer Vincent, présent. Catherine Stekelorov. Présent. Stéphane Marlot. Présent. Mario Pézril. Antoine Bruno. Présent. Christelle Paculic. Présent. Julien Détré. Présent. Mireille Goyer. Présent. Éric Vivin. Présent. Marie-Paul Delarovère, excusez, nous a donné un pouvoir pour Madame Stekelrom. Evelyne Guillermet, excusez, nous a donné un pouvoir pour Madame Barbeau. Monsieur Patrick Lambert. Présent. Jérôme Adam. Présent. Frédéric Sabatier. Présent. Éric Barra, excusez, pouvoir pour Monsieur Marlot. Malika Vivin, excusez, pouvoir pour Monsieur Éric Vivin. Sandrine Nègre, excusez, pouvoir pour Madame Mireille Goyer. Thierry Basali, excusez, pouvoir pour Monsieur Détré. Franck Sultan. Présent. Magali Barbeau. Présent. Sophie Lambert. Présent. Cindy Gauvin, excusez, pouvoir pour Monsieur Goyer. Lucas Gilly devrait arriver, mais pour le moment il est absent. On verra si ça change. Denis Darbois-Hérault. Jean-Claude Mettel. Donc, procuration. On va arriver une procuration de M. Mettel et de M. Bernet. D'accord. Procuration. Procuration M. Mettel, c'était pour moi. pour vous. Et M. Bernet, c'est pour Mme Borzo. Claudine de Rivas. Présent. Un projet Bernet. Procuration. Madame Bonzon. Béatrice Alifa. Présente. Bernadette Bonzon. Présent. Présente également. Lucas Gilly était noté absent. Il devient présent avant la poursuite du conseil municipal. Bienvenue, monsieur Gilly. Alors, nous avons besoin classiquement d'un secrétaire de séance et je désigne Catherine Stekelrom comme secrétaire de séance. L'ordre du jour appelle maintenant aux décisions du maire. Est-ce que nous avons des remarques ou des questions sur les décisions du maire? Oui, Madame Alifa, vous avez la parole. 1, 2, ça marche? 1, 2, c'est bon? Oui. Premier élément, déjà je vous remercie d'avoir organisé le conseil sous cette configuration, notamment suite à diverses remarques de notre part. Concernant les décisions, sur la première décision sur laquelle nous avons une question, c'est la 125 concernant l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur le parking du Don du Sang. Vous avez un montant négatif sur la décision. Est-ce que c'est volontaire ou c'est juste un problème d'écriture? Vous êtes à moins 5 880 € hors taxe. Donc ça veut dire que c'est une moins-value sur la prestation, ce qui me semblerait particulier parce que du coup, je vais poser ma deuxième question. J'imagine que vous allez modifier le projet, auquel cas ça ressemblerait plus à une plus-value vis-à-vis du bureau d'études. Et si c'est le cas, quel type de projet, puisque vous nous aviez dit que vous nous expliqueriez un peu par rapport à la maison des associations les différentes évolutions, et que le parking du Don du Sang fait partie de ces évolutions forcément, puisqu'il est juste devant et qu'il est complètement lié à cette maison des associations. Donc voilà, la première question c'est, est-ce que c'est juste une erreur, le moins 5 880 et le moins 7 056 en TTC? Et ensuite, par rapport au cahier des charges que vous avez demandé au bureau d'études, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel type de modification vous envisageriez sur l'étude de ce parking du Don du Sang? Sur le parking du Don du Sang, il était prévu également l'insertion d'une ombrière.
Or, vous aviez dû constater lors de nos précédents conseils municipaux que nous avions retiré ce projet. Et donc, à partir de là, on a une modification simplement de ce marché. Donc, c'est que la moins-value. Vous n'avez Ouais. pas une nouvelle demande d'études particulière par rapport à ce don du sang? Non. D'accord. Ok, c'est juste cette partie-là. Ok. Sur la 129, sur la régie d'avance animation de la ville, vous avez annulé la décision ou abrogé la décision du 2 février 2017. En revanche, je ne vois pas j'ai pas l'explication de pourquoi vous changez cette régie. Donc, je ne l'ai pas dans le corps de la décision, donc je voulais savoir s'il y avait une explication. Et ça me permettra de parler pareil de la 136, où de nouveau il y a une régie d'avance sur restauration scolaire, mais je ne sais pas ce qui est modifié. Sur les deux régies. Donc, est-ce que c'est... Parce que je sais que c'est par arrêté que vous donnez les nominations des personnes, mais là, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans le fonctionnement de la régie que je ne vois pas, puisqu'elle est assez générale? Alors, je vous confirme effectivement pour la restauration, c'est la carte bleue. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, vous avez effectivement, c'est effectivement une modification technique. D'accord. Et sur les animations de la ville? Et sur les animations de la ville, on a modification de régisseur. Oui, mais ça ne fait pas modifier la délibération, la décision. Ça ne fait pas une décision. Après, c'est une décision liée à une nomination de personnel, mais ce n'est pas sur le fonctionnement de la régie. La régie reste identique. C'est pour ça qu'il y a bien un fonctionnement qui a été modifié. Mais voilà. Oui, sauf qu'elle parce qu'on avait une nomination jusqu'au 31 décembre 2020. Hop, je suis en train de revérifier. Non, parce qu'il y a vraiment les arrêtés liés aux nominations du personnel et il y a ensuite les décisions liées au fonctionnement de la régie. Donc, c'est pas la même chose. Après, je sais qu'on peut changer les personnes entre les titulaires et les suppléants, ce qui va peut-être arriver au restaurant scolaire et à l'animation de la ville, mais c'est du fonctionnement de personnel. C'est pas du fonctionnement... Bon, je vérifierai sur cette décision le point technique qui a dû changer. D'accord. Qui ne doit pas être un point. Non, mais c'était juste pour savoir. Concernant la décision 132, donc je vois qu'il y a une nomination, enfin en tout cas une décision concernant un avocat contre la DSM pour Gambetta. Donc je voulais savoir pourquoi c'était un avocat parisien et dans quelle mesure vous aviez choisi cet avocat. C'est l'assurance qui a désigné l'avocat. D'accord. Voilà. C'est bien ce que je pense. Ok. Concernant alors le contrat de vidéoprotection, la 133, vous avez passé une décision sur les appels, sur les alarmes. Je voudrais vous le dire et le redire. Ça fait 10 fois que je le dis. Je l'ai dit à M. Cluzel parce que je l'ai rencontré l'autre jour quand on a eu un problème d'alarme. Nous sommes, M. Mitterrand, M. Mettel et moi-même, depuis fin juin, appelés 3 à 4 fois par semaine, de nuit comme de jour. J'ai appelé Côte Bleue, je leur ai répondu, je leur ai dit qu'on n'était plus les élus. Donc si vous pouvez faire cesser ces alarmes qui sonnent, je vous dis 4 à 5 fois par semaine, on est obligé de couper nos portables la nuit. Bon, je l'ai dit gentiment, mais c'est vrai que maintenant c'est un peu pesant. Voilà. Alors, figurez-vous que je l'ai appris récemment et que ça a été modifié. Voilà, cette semaine, ça a été fait. Voilà, moi j'ai eu M. Cluzel qui me disait que ça fait longtemps qu'il avait fait passer le message, mais je ne sais pas d'où ça vient ou quoi, mais en tout cas, c'est vrai que maintenant... Vous connaissez le fonctionnement, donc je vais me permettre de ne pas faire de commentaires, Mme Alifa. Pas de problème. Donc, restauration scolaire, je vous ai dit. Et ensuite, voilà, je m'étonne de la décision 138. Donc, je comprends un avocat pour le projet Gambetta avec la DSM, mais je ne comprends pas un avocat pour la ville sur le projet Gambetta. C'est très simple. La ville a retiré le permis qui avait été accordé à la société Gambetta, qui du coup nous a demandé de vérifier la pertinence juridique, en l'occurrence qui a saisi le tribunal administratif en référé. Et nous avons eu aujourd'hui la décision. Le groupe Gambetta a été débouté de ces demandes. Donc le retrait de permis par la commune a été validé. Et le premier ou le deuxième? Alors là, c'était sur le deuxième permis. Parce que le premier est purgé de tout recours, donc le premier est valable. Non, le premier a été attaqué. Oui, mais pour le moment, il est attaqué. Il est toujours en cours. Donc il n'est pas purgé de tout recours. Est-ce qu'il a été annulé? Non, il a été attaqué. D'accord. Voilà. Donc c'est que le deuxième qui a été annulé, c'est ça? Oui, j'étais dans les temps pour retirer le deuxième permis, compte tenu d'un certain nombre de désaccords avec le fond du permis tel qu'il était déposé. On a retiré le permis. Ils ont contesté devant la justice et aujourd'hui, ils ont été déboutés. D'accord, donc, d'accord. Ok. C'est bon pour nous sur les décisions. Parfait. Alors,
La poursuite de notre ordre du jour appelle à l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 2 novembre 2020. Est-ce que nous avons des questions ou des remarques sur ce procès-verbal? Madame Alifa. Concernant ce procès-verbal, bien évidemment, nous ne voterons pas pour, parce que je pense qu'il y a des propos qui ont été un petit peu tronqués et remplacés par des petits points, vu le brouhaha ambiant. On a pu lire un certain nombre de commentaires qui étaient déplacés concernant notre équipe en notre absence. Et enfin, chose très inélégante, vous parlez d'inélégance, mais c'est Madame Ségui Reynaud et pas Renaud. Donc j'aurais aimé qu'on n'écorche pas son nom à plusieurs reprises dans le compte-rendu. Je trouve que c'est un comble par rapport à l'hommage que nous voulions lui dédier. Voilà. Alors, dans la mesure où c'est elle qui a rédigé le compte-rendu, c'est évidemment une coquille et on va avoir l'élégance de ne pas le lui reprocher. Voilà. Approbation du procès-verbal. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Adopté à la majorité. On a un écho, je ne sais pas d'où ça vient. Madame Alifa, est-ce que votre micro est coupé? Oui, il est coupé. En fait, c'est quand j'arrête de parler, il faut que je coupe immédiatement. Pratique. Alors, l'ordre du jour appelle désormais au point numéro 1 la désignation des membres de la CLECT, CLECT, commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges, et le conseil de métropole ayant délibéré sur les modalités de création et de proposition de la CLECT, il s'agit que la commune de Saint-Mittre-les-Remparts puisse être représentée par un titulaire et un suppléant. Titulaire est proposé Madame Marie-Aude Pézeril, suppléant Monsieur Vincent Goyer. Vous avez des questions? Pas de questions sur ce point-là. Est-ce que nous avons des votes contre? Des abstentions? L'opposition s'abstient. Des votes pour? Adopté. Merci beaucoup. Projet numéro 2. Désignation des conseillers municipaux membres de la commission de contrôle en matière électorale. Commission qui est à la fois ancienne dans son rôle et récente dans son organisation. Aussi bien les différents groupes de notre conseil municipal sont appelés à siéger au sein de cette commission. Et l'ensemble des groupes nous a fait passer une liste de titulaires et de suppléants qui sont classés dans l'ordre du tableau. Pour le groupe Saint-Mittre-en-Vie, les titulaires sont Madame Marie-Paul de la Rovère, Monsieur Patrick Lambert et Monsieur Éric Barra, les suppléants Madame Nègre, Madame Barbeau et Madame Lambert. Pour la liste, les Saint-Mittréens avant tout, titulaires Denis Baruero et Jean-Claude Mettel, suppléants Madame De Rivas et Madame Alifa. Est-ce que nous avons des questions sur ce point? Pas de questions. Est-ce que nous avons des votes contre? Des abstentions? Alors à l'unanimité, merci à vous. Projet numéro 3. Approbation des avenants numéro 3 aux conventions de gestion relatives aux compétences parcs et aires de stationnement et également eaux pluviales. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la mise en place de la métropole est l'objet de conventions de gestion dans la mesure où la métropole est amenée progressivement à prendre en charge les compétences qui sont les siennes. Pour un certain nombre d'entre elles, elle a été amenée et elle continue à être amenée à déléguer aux communes membres de la métropole l'exercice, la gestion de ces conventions dans le cadre de conventions de gestion. Et nous avons aujourd'hui le renouvellement, l'approbation d'avenants pour les deux conventions, parc et aire de stationnement d'une part et eaux pluviales d'autre part. Est-ce que nous avons sur ce sujet des questions? Madame Alifa, vous avez la parole. Non, pas une question, juste j'ai fait un échange de mails avec le DGS concernant. Je pensais qu'il y avait une clause de revoyure, parce qu'il en avait été question, mais voilà, donc je pensais que ça avait été. Parce que c'est vrai que dans la convention, il parlait de clause de revoyure, mais je ne savais pas quelle date. Donc voilà, j'ai eu ma réponse. Merci. Alors nous pouvons passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Alors à l'unanimité, merci à vous. Projet numéro 4. Résiliation du marché portant acquisition de 7 places d'accueil de jeunes enfants dans une structure multi-accueil collective
et signature d'une convention avec Crèche de France. Alors là, c'est classiquement le partenariat que nous avons avec la structure multi-accueil de Libellule sur la ZAC des étangs. Et jusqu'à présent, notre partenariat était relevé d'un marché et désormais relève d'une convention. Donc il n'y a pas de modification au terme de ce partenariat. C'est simplement une modification juridique dans la structure du partenariat. Est-ce qu'on a des questions sur ce point-là? Oui, Monsieur Barbero, vous avez la parole. Oui, merci. Simplement pour se satisfaire de ce partenariat, du fait que j'ai été un petit peu la cheville ouvrière de ce montage à l'époque. Je suis satisfait, je crois que tout le monde peut être satisfait de ce partenariat public-privé qui se réalise. Voilà. Alors, Monsieur Barbero, évidemment, on peut constater que quand on est aux affaires, on a l'occasion de faire des choses. Moi, j'ai en tête que dans notre projet municipal 2014, on avait indiqué qu'il était pertinent de mettre en place sur la ZAC une crèche inter-entreprise avec un partenariat public-privé. Donc, que ça a été fait sous mandat précédent, c'est une bonne chose, forcément. D'ailleurs, j'ai appris que c'est la structure qui vous avait contacté, pas l'inverse. Donc, à partir de là, ça a été mis en place, c'était une occasion, une opportunité saisie. Et nous, on poursuit le travail pour le bénéfice de la population. Alors, est-ce que nous avons sur ce point des votes contre, des abstentions? Alors, des votes pour à l'unanimité, a priori, à l'unanimité. Merci à vous. Projet numéro 5, je passe la parole à l'adjointe en charge des affaires scolaires pour la modification de la carte scolaire. Alors, vous avez certainement tous pris connaissance des informations qu'il y a sur ce document. La carte scolaire a besoin d'être remise à jour et vous avez toute la liste des rues de la commune avec leur affectation, puisque vous avez un périmètre école Vaillant, un périmètre école Rostand et un périmètre zone d'équilibre. Il est un fait que quand il existe plusieurs écoles publiques dans une commune, l'affectation des élèves par le maire obéit à la sectorisation scolaire. Les élèves sont scolarisés dans l'école correspondant à leur lieu de résidence. La sectorisation consiste à découper le territoire en plusieurs secteurs, ce que je viens de vous dire, et c'est le conseil municipal qui définit ces différents secteurs et non pas le conseil d'école. Le maire affecte alors les élèves selon les effectifs des écoles afin d'éviter toute fermeture ou surcharge de classe. De nouveaux quartiers ont été créés à Saint-Mitre. Il est donc maintenant indispensable de mettre à jour la sectorisation existante en ajoutant à la liste des rues celles nouvellement créées, la rue Loucalène, la rue des Pervenches, le chemin de Tartarin, le boulevard de la Farandole, entre autres. Il y a donc 3 secteurs à Saint-Mitre. Voilà. Merci. Est-ce que nous avons des questions, des remarques sur ce point-là? Monsieur Barbero. Alors, je vais être un petit peu plus long que sur ma précédente intervention. Celle-ci portera sur 3 points. Le premier point, c'est pour dire pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans ce que je vais dire, et que personne ici ne remet en cause la légitimité de la modification d'une carte scolaire, d'autant que la carte scolaire existante est un petit peu ancienne, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elle était obsolète. Quand nous étions donc sous la mandature précédente, nous ne l'avons pas modifiée pour une bonne et simple raison, c'est que les 6 années d'évolution permettaient un rééquilibrage des écoles élémentaires au profit essentiellement de l'élémentaire Vaillant, ce qui permettait, et ça je le dis pour ceux qui l'ignoreraient encore, d'éviter les mutations d'enfants entre la fin de la maternelle et le cours préparatoire, du fait qu'il y avait un déséquilibre très fort entre les possibilités d'accueil de l'élémentaire Vaillant. Quand nous sommes arrivés en 2014, il y avait 5 classes à Vaillant, et la capacité d'accueil de Rostand élémentaire où il y avait 9 classes. Donc nous sommes actuellement à 7 et 9, ce qui nous permet d'éviter, autant que faire se peut, les petits drames familiaux lorsqu'il fallait faire monter des enfants, comme on disait, de Vaillant à Rostand.
Donc première chose, voilà pourquoi nous n'avions pas modifié la carte scolaire. Deuxième point de mon intervention, c'est pour exprimer 3 regrets. Le premier regret, c'est que nous nous trouvons devant une situation un peu nouvelle, dans la mesure où il n'y a plus de commission municipale d'éducation. Or, je vous rappelle que c'est un ancien adjoint, que je ne citerai pas pour différentes raisons, qui avait quitté notre majorité pour rejoindre l'opposition, qui l'avait lui-même fortement impulsé. Donc je regrette que vous n'ayez pas, dans ce mandat, repris cette commission municipale qui aurait pu donc effectivement instruire l'affaire. Le deuxième regret, c'est pour dire que nous n'avons pas ici, dans ce projet de délibération, d'avis des conseils d'école. Et, a priori, il semblerait que personne ne soit au courant actuellement de cette modification. Ni les directeurs d'école que j'ai pu interroger, ni les présidents et présidentes des fédérations de parents d'élèves. Ce qui me semble tout de même si ce n'est pas strictement obligatoire, ce qui me semblait quand même un geste de courtoisie de les en informer et de voir avec eux s'ils avaient des remarques à formuler. Troisième regret, et je terminerai avec ça pour les regrets, c'est que le document d'accompagnement que Mme Goyer vient de citer, nous le trouvons un petit peu occulte, dans la mesure où nous ne voyons pas très bien ce qui change. Alors, Mme l'adjointe vient d'exprimer la liste des éventuelles rues rattachées. Objectivement, nous aurions préféré, comme ça avait été le cas auparavant, d'une carte, excusez-moi si je suis un ancien professeur d'histoire et géographie, mais nous aimons bien les cartes. Si en plus, nous avions pu avoir les effectifs actuels des écoles, et surtout les perspectives d'évolution, eh bien, on aurait mieux apprécié donc la répartition en 3 zones, compte tenu que peut-être il suffisait, mais ça c'est à vous de nous le préciser, si une extension de la zone intermédiaire n'était pas simplement possible. Je vous rappelle que statistiquement, ces dernières années, la population scolaire n'a augmenté que très faiblement. En moyenne, c'était une vingtaine d'enfants par an. Répartis sur 4 écoles, ça vous fait une moyenne de 5 enfants par école, ce qui n'est pas énorme. Enfin, troisième point, et je terminerai par là, je suis de ces vieux singes à qui on n'apprend pas à faire une grimace. C'est-à-dire que par mes fonctions précédentes, j'ai été amené souvent à participer à des commissions de cartes scolaires. Et chaque fois, on a pu consulter que dans ces commissions de cartes scolaires, il y a un ou plusieurs arguments objectifs ou apparemment objectifs qui sont avancés, c'est ce qu'on dit, mais surtout il y a ce qu'on cache. Et donc ma question, et je terminerai par là, c'est qu'est-ce qui vous amène à modifier la carte scolaire? Est-ce qu'il y a bien ces 2 éléments entre ce que vous dites et ce que vous cachez? Alors, comme nous ne sommes pas totalement idiots, certainement nous le sommes un petit peu, mais pas complètement, on a quand même compris quel était votre projet électoral en matière de construction scolaire, et nous supposons qu'il y a des éléments cachés dans cette évolution de la carte scolaire. Naturellement, Mme Goyer et moi, nous nous connaissons depuis suffisamment longtemps pour qu'elle sache que ce n'est pas ma pensée, puisque naturellement je suis d'une bonté naturelle, mais qu'il pourrait y avoir des gens qui supposeraient que les arguments cachés sont supérieurs aux arguments avancés. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, M. Barreau, je vais laisser l'adjointe vous répondre. Néanmoins, je me permets de commencer en disant que, compte tenu de la façon dont le mandat précédent s'est déroulé, vous vous permettez beaucoup de suppositions et de suspicions à l'égard d'élus qui n'ont de cesse que de travailler au service de la commune, et nos méthodes ne sont pas les vôtres. Et nos méthodes consistent à améliorer la situation, et nos méthodes ne consistent pas en permanence à dénigrer et à insulter les gens. Donc, Madame Goyer, je vous donne la parole pour répondre sur le fond aux arguments, aux demandes de M. Barreau. Alors, je voudrais tout d'abord dire qu'il ne s'agit pas d'une modification de la carte scolaire, il s'agit d'une mise à jour. Mise à jour signifie que je n'ai pas touché, nous n'avons pas touché à l'existant. Nous avons rajouté des rues, c'est ce que je vous ai dit avant. Des rues qui n'étaient pas affectées,
Donc aujourd'hui, elles rentrent dans une affectation officielle, c'est-à-dire qu'elles sont définies pour aller sur tel secteur ou tel secteur. Il y a 3 secteurs qui existent sur la commune depuis les années, je dirais, 90. Ça n'a pas été effectivement mis à jour depuis, or c'était une nécessité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous vous étonnez que les conseils d'école n'aient pas donné leur avis. Mais les conseils d'école n'ont rien à voir là-dedans. Je l'ai dit aussi, c'est le conseil municipal. Le conseil d'école, il ne s'occupe pas de ce genre de points. Ça n'est pas du tout dans les compétences. Moi, je vous renvoie au code de l'éducation qui vous donnera tous les éléments. Il suffit d'aller sur le site du gouvernement et vous aurez la définition du conseil d'école avec ses compétences. Moi, je suis désolée, mais je ne l'ai pas vu. Donc, la carte scolaire, c'est le conseil municipal. Mais ça n'est pas le conseil d'école. Ensuite, vous dites qu'on a manigancé je ne sais quoi. En fait, aujourd'hui, la situation, elle est, comme vous dites, bien connue. À Vaillant, nous avons 7 classes, avec un effectif qui explose, puisque nous étions à quasiment 190 élèves à la rentrée. À Rostand, il y a 9 classes, avec 240 élèves. Effectivement, aujourd'hui, à Vaillant, on ne sait plus où aller, puisqu'il n'y a plus de salle de classe libre, il n'y a plus de bibliothèque. C'est très compliqué à gérer pour tout le monde. Donc, je ne sais pas si c'est la meilleure formule. Le problème, c'est que les écoles maternelles qui alimentent les écoles élémentaires, à Vaillant comme à Rostand, il y a 4 classes en maternelle. À Vaillant, il y a effectivement une capacité d'accueil d'enfants qui est forcément moindre qu'à Rostand, étant donné la configuration des locaux. Et il est donc nécessaire, à un moment donné, en fonction de rencontres qu'on fait avec les familles, en leur expliquant la situation, et ce n'est pas avec toutes les familles, on peut être amené à demander à certaines familles de changer de groupe scolaire. Mais ça reste toujours en accord avec les familles. Il n'y a jamais eu d'imposition de quoi que ce soit, d'obligation à changer de groupe. Donc, moi, je n'ai jamais été, je dirais, dans l'obscurantisme là-dessus. J'ai toujours été très claire. Les choses se font en concertation avec les familles quand c'est nécessaire. Et l'objectif de cette carte scolaire, c'est d'éviter des fermetures de classes et des surcharges de classes comme on a aujourd'hui. Bon, si vous pensez que c'est bien, bah, tant mieux, mais moi je trouve que ce n'est pas forcément le mieux. Parfait. Oui, moi j'ai juste une remarque. Vous parlez de modification. Ce n'est pas une modification, Madame Goyer, mais c'est le titre de la délibération, c'est scolaire, modification de la carte scolaire. 3e ligne, subi de modification, proposé de modifier, a donc lieu de modifier. Donc 4 fois on parle de modification. Donc en fait, ce qui nous a gênés, c'est qu'on n'a pas trouvé dans les listings qu'est-ce qui a réellement été modifié. Vous avez cité 3 rues qui ont été ajoutées, donc c'est bien une modification. C'est ce qu'on voulait savoir. C'est ce que vous avez modifié. C'est une mise à jour, voilà. Ce n'est pas une oui, modification. Mais c'est écrit modification 4 fois, donc ne dites pas que c'est pas une modification. C'est une mise à jour quand même. Donc en tout cas, si vous estimiez que les rues qui n'étaient pas sectorisées, il fallait les laisser en dehors de tout, ce n'était pas notre position. Donc nous, on a mis à jour cette carte, et c'est notre position. Donc maintenant, nous passons au vote. Est-ce que nous avons des votes contre cette délibération? 4 de la part de l'opposition, c'est ça? Oui, 4. Est-ce que nous avons des abstentions? Des votes pour? Le projet est adopté. Projet numéro 6. Nous arrivons à une délibération qui concerne la modification des horaires scolaires, et je redonne la parole à l'adjointe en charge des affaires scolaires. Alors, pour mémoire, en 2017, la commune est revenue à une semaine de 4 jours et la fin des activités périscolaires. Donc, à ce moment-là, les horaires scolaires étaient de 8h30 à 11h30 et de 13h15 à 16h15. Et nous sommes restés à cet horaire-là jusqu'à maintenant. Or, en fait, il s'avère que le temps de la pause méridienne, qui est d'1h45, peut tout à fait être augmenté à 2 heures, réglementairement. Et aujourd'hui, nous avons constaté que le nombre d'enfants qui viennent manger à la restauration est très important. En plus, avec le protocole sanitaire en cours, c'est très très difficile. On jongle tout le temps. Le personnel est à cran.
Les enfants sont à cran aussi, parce que forcément on les bouscule. Donc il arrive à un moment donné à choisir une solution raisonnable qui consiste à augmenter le temps de la pause méridienne et à le passer à 2 heures. Nous avons des questions sur ce projet. Monsieur Barbero, vous avez la parole. Alors cette fois, c'est plus que des questions, c'est une demande de suspension, d'arrêt ou de report de ce projet de délibération. La raison étant que depuis les quelques jours, les 5-6 jours là, que j'ai eu la convocation, je me suis rendu compte que dans les documents qui nous sont fournis, j'ai compté au moins, et j'en ai peut-être oublié, 6 points, 2 x 3, qui ne sont pas valables. Qui ne sont pas valables et qui constituent des vices de forme. Naturellement, nous n'avons rien à dire ce soir sur la question de fond telle que vient de nous le présenter Madame l'adjointe. Nous avons des questions de vices de forme. Je vous rends la parole tout de suite, mais si c'est les mêmes vices de forme que ceux que vous pointiez au point précédent qui n'en étaient pas. Pardon ? J'attends de voir ce que vous appelez des vices de forme. Mais j'appelle là des vices de forme sur ces questions-là. Il y a 2 x 3, il y a 6 vices de forme que j'ai repérés. Vous voulez que je vous les dise ? On vous donne la parole pour que vous puissiez nous expliquer votre position. Très bien. Alors, il est précisé dans un des comptes rendus de conseil de classe, plutôt un procès-verbal de conseil de classe, et ensuite je vous expliquerai la différence, si certains ne la connaissent pas, entre un procès-verbal et un compte rendu. Il est dit sur un de ces procès-verbaux, et en particulier qui insère le courrier qui a été adressé à Madame l'inspectrice de circonscription, il s'agit de la modification d'un PEDT, projet éducatif de territoire. Pas de problème, sauf que quand il y a modification d'un PEDT, il faut procéder à des consultations préalables, alors soit du comité de pilotage qui à ce jour n'a toujours pas été aboli, donc il fallait le consulter, ou d'une autre instance de participation. Premier élément. Deuxième élément, vous utilisez un questionnaire signé de l'adjointe, je crois bien, parce que je ne l'ai pas eu, signé de l'adjointe, d'après ce qu'on m'a dit, à l'éducation, qui est un questionnaire qui ne respecte pas l'anonymat des familles. Et donc là, il y a un vice de forme fondamental. Puisque, d'après ce qu'on m'a dit, on demandait les noms des enfants, leur classe et leur école. Donc, à ce moment-là, les familles qui répondaient à ce questionnaire, et j'ai eu encore aujourd'hui même des familles qui m'ont dit ben, nous, on n'a pas répondu à partir du moment où on voyait que ce n'était pas anonyme. Donc, deuxième vice de forme. Troisième vice de forme, vous avez une précipitation qui est un peu incompréhensible, dans la mesure où vous faites voter, vous demandez de voter quelque chose un 15 décembre, donc à 2-3 jours des vacances, pour une application à la rentrée de janvier. La crise sanitaire est un peu une urgence, monsieur Barbeau. Non, mais attendez, on n'est pas en crise sanitaire là. Là, vous demandez, ça n'a rien à voir avec la crise sanitaire aujourd'hui en France. Non, ça n'a rien à voir avec la crise sanitaire, ce que vous proposez. Ça n'a rien à voir, monsieur le maire. Rien à voir. Vous n'avez pas assisté au conseil d'école. Quatrième point de vice de forme, les documents sur lesquels vous vous appuyez sont inappropriés, et donc il y a des vices de forme sur ces documents. Il y a des écoles qui confondent procès-verbal et compte-rendu. Un compte-rendu n'est pas un document officiel. Le document officiel, c'est un procès-verbal, et le procès-verbal doit porter 2 signatures. La signature du directeur d'école et la signature du secrétaire de séance. Donc regardez dans les documents que vous avez par exemple une école qui a rendu un compte-rendu sans aucune signature. Il y a des procès-verbaux qui ne donnent pas les horaires de début et de fin de séance. Donc, ils ne sont pas légaux. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur ces documents. Je regrette de vous le dire. 5e point, il y a une ambiguïté sur les votes qui semblent avoir été commis dans les conseils d'école. D'abord, vous avez des conseils d'école qui, je m'excuse de leur durée, mais sur un des comptes rendus, un compte rendu que je vois, le conseil d'école est ouvert à 18h15 en l'occurrence, et il est bouclé à 18h30. Comme débat, je pense que l'on peut faire un peu mieux, un peu plus long. Par exemple, enfin, vous avez une erreur manifeste qui a été malencontreusement agréée par Madame Lien avec une erreur d'horaire.
puisqu'il est dit dans ce document, donc là aussi c'est un vice de forme, que l'enseignement reprendrait à 13h20 pour se terminer à 16h30. Ce qui ferait donc une journée scolaire de 6h10, donc c'est encore un vice de forme. Vous avez donc 6 vices de forme. Je ne vous demande pas d'annuler complètement cela, mais je vous demande de reprendre la démarche depuis le début, c'est-à-dire depuis votre enquête, et à ce moment-là, eh bien, si les choses se font dans l'ordre légal et dans la légitimité, il n'y a pas de raison qu'on ne vous approuve pas. Mais là, vu le nombre de vices de forme que cumule ce projet de délibération, non seulement nous ne pouvons pas le voter, mais si par malheur vous décidiez tout de même de passer au vote, nous serions dans la contrainte d'en informer les autorités compétentes. Ça fait plusieurs fois que vous répétez ça, vous ne le faites jamais. Alors moi je vais répondre directement, M. Barbero. Aujourd'hui est soumis à ce conseil municipal une délibération. Or, les seules remarques que vous nous faites sont des erreurs matérielles sur des PV ou des procès-verbaux du conseil d'école. Alors, ceux qui élaborent les procès-verbaux, libres de faire des erreurs matérielles ou pas. En attendant, les conseils d'école ont été réunis de façon extraordinaire pour un point, parce qu'ils ont déjà été réunis il y a quelques semaines, et là on les a de nouveau réunis pour un point, justement pour donner le temps à la concertation et pour avoir les retours de nos questionnaires. Et les 4 écoles se sont prononcées favorablement pour l'évolution qui est ce soir soumise à ce conseil municipal par le biais de cette délibération. Donc à partir de là, vous pouvez faire des effets de manche comme d'habitude, M. Barbero. Allez-y, saisissez toutes les instances que vous voulez. Nous avons ce soir, en urgence, parce que nous avons une crise sanitaire que vous niez, qui est réelle, et qui nous conduit aujourd'hui à mettre en œuvre, dès le 1er janvier, ces nouvelles dispositions. Et par ailleurs, si aujourd'hui nous sommes contraints encore plus par ce contexte sanitaire, de longue date, nous avions déploré l'organisation que vous aviez mise en place. Et quand on vous lit, M. Barbero, ailleurs que dans cette enceinte, vous expliquez à qui veut l'entendre que pour vous, une pause méridienne, ça doit durer 1 heure. Alors d'abord, votre proposition, elle est parfaitement illégale. En France, c'est 1h30 minimum. Ensuite, quand vous étiez aux affaires, quand vous étiez adjoint en charge de l'éducation, vous n'avez jamais voulu réduire cette tranche méridienne à 1 heure ou même à 1h30. Vous êtes contenté d'1h45, donc ayez un tout petit peu de cohérence entre ce que vous réclamez aujourd'hui et ce que vous avez fait hier. Et donc, une fois encore, aujourd'hui, sur la base d'un constat clair de la part des familles, parce qu'au-delà des parents d'élèves, nous avons consulté largement les familles qui, pour nous, sont importantes. Et les familles nous ont indiqué, pour les 3/4 d'entre elles, qu'elles souhaitaient notamment qu'on puisse remettre en place des activités au moment de la pause méridienne. Et cette pause méridienne, qui est aujourd'hui un temps très contraint, non seulement pour les personnels municipaux qui s'occupent des enfants, aussi bien dans la cantine que dans la cour, un temps très contraint aussi pour les familles qui récupèrent leurs enfants. Et donc, je ne sais pas à quels arguments passéistes vous faites sans arrêt référence, mais nous, on est dans le présent. Nous sommes aujourd'hui aux responsabilités, on a en face de nous des familles qui ont des difficultés au moment de cette pause méridienne, nous apportons des solutions. Et ce sont ces solutions qui sont soumises ce soir au conseil municipal. Je donne encore un petit mot. Je vous en prie. Merci. Alors, d'une part, il n'est pas question, il n'a jamais été question pour moi de dire qu'il fallait venir à 1 heure de pause méridienne, et c'est pour ce que vous venez de dire. J'ai dit simplement, et j'ai écrit quelque part, que la plupart des pays européens étaient dans cette optique-là. Et que nous, en allongeant la pause méridienne, nous étions à l'encontre de l'évolution de la quasi-totalité des pays européens. Deuxièmement, vous dites que les activités de périscolaire de pause méridienne sont interrompues. Je suis désolé, mais ce n'est pas ce qui est écrit encore aujourd'hui sur le site officiel de la ville, qui rappelle que les activités de pause méridienne, et elles sont citées, sont organisées. Donc, il y a encore des contradictions dans ce que vous dites, et puis je ne veux pas tout relever, parce qu'on ne va pas s'éterniser là-dessus, mais je réfute absolument tout ce que vous venez de dire. Et c'est pour ça que nous avons des désaccords. Madame Alifa ? Oui, juste une petite chose. Vous avez dit que les 4 écoles avaient voté pour, ce qui est faux, puisqu'il y en a une qui s'est abstenue, majoritairement. Non, mais c'est le compte rendu qu'on a eu. Écoutez, si on a beaucoup de gens qui s'abstiennent, mais certains qui votent pour, les délibérations sont adoptées. Ouais, mais je ne sais plus le pourcentage de gens qui s'abstiennent par rapport à ceux qui ont voté Les pour est tellement les flagrant. 4 écoles ont rendu un avis favorable. Et dernière chose, moi j'ai une question très très claire par rapport à cette délibération. Est-ce que cette modification des horaires scolaires va se mettre en place uniquement pendant la crise sanitaire, ou est-ce que vous avez projeté de le mettre définitivement en place? Car c'est quand même si on n'est pas venu sur le fond, la problématique de certains parents d'avoir compris que ce n'était
que pendant la crise sanitaire. Est-ce que sur cette question, vous pouvez être excessivement clair? Nous pouvons évidemment, nous avions indiqué pendant la campagne électorale que nous retravaillerons à modifier ces horaires. Donc nous le mettons en place dès ce 1er janvier. Nous ferons un bilan vers fin juin, histoire de voir comment ça s'est mis en place, notamment quelles activités ont pu être remises en place. On est aujourd'hui contraint par le calendrier, par l'organisation, une fois encore en période de crise, d'un certain nombre de groupes dans les écoles. Donc tant qu'on a des groupes Covid mis en place, on ne peut pas remettre en place cette activité. Dès qu'on sortira de cette logique de groupe, on pourra rebasculer en activité, sinon ce sera ingérable. Donc on travaille au-delà de la période sanitaire, au-delà de la période Covid, et on fera un bilan fin juin si ça nous semble satisfaisant comme expérimentation. On prolongera l'expérimentation et on fera un retour vers les familles dès qu'on aura une expérimentation satisfaisante. D'accord, donc vous confirmez que ce qui a été proposé en conseil d'école et dans le questionnaire concernait une modification définitive et non pas uniquement contextuelle avec la crise sanitaire. C'est bien ça? Absolument. Je vous remercie. Si nous avons épuisé les questions sur ce point, je vous propose de passer au vote. Est-ce que nous avons des votes contre? Des abstentions? Vote pour? Le projet est adopté. Merci à vous. Point numéro 7, remboursement des places de spectacle à la Manard. Je passe la parole à l'adjointe en charge de la culture, Madame Paculic. Bonjour. En lien avec les mesures prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, donc, comme vous savez, les salles de spectacle ont été fermées, donc plusieurs spectacles initialement programmés à la Manard ont dû être annulés ou reportés. Il est envisagé de proposer aux usagers qui avaient acheté leur billet soit le report du spectacle lorsque celui-ci a été reprogrammé, soit le report sur un autre spectacle de même tarif, soit le remboursement du billet. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser ces remboursements. Avez-vous des questions? Merci Christelle. Est-ce qu'on a des questions sur cette question? Juste Oui, une petite question. Si un spectacle est reporté, que la personne ne peut pas être présente ce jour-là, comment ça se passe? Il est évidemment remboursé. D'accord, voilà, c'est tout. Merci. Je vous en prie. Nous n'avons pas d'autres questions. Je vous propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? À l'unanimité. Merci beaucoup. Projet numéro 8, mise en place de résidence de création avec l'association des décoiffeurs de girafes. Madame Paculic, vous avez de nouveau la parole. En effet, nous souhaitons mettre en place cette résidence pour 3 raisons. La première, pour valoriser et soutenir une démarche de création artistique menée par une association saint-mitréenne, les décoiffeurs de girafes, parce que ça nous semble important pour le développement culturel de notre commune. Également pour faire vivre nos équipements comme la Manard, qui étaient jusqu'à présent pour nous sous-utilisés. Et enfin, pour proposer, suite à cette résidence, un spectacle saint-mitréen à un tarif préférentiel. Avez-vous des questions ou des remarques sur ce projet? Merci Madame Paculic. Madame de Rivas, vous avez la parole. Oui, juste une petite précision sur le point numéro 4. Connaît-on le montant de la contrepartie actuellement? Madame Paculic. La contrepartie, c'est justement un spectacle à tarif préférentiel. D'accord. Donc, C'est le tarif préférentiel, ça veut dire quoi pour vous et c'est quoi le tarif? Excusez-moi, je n'ai pas... oui, le tarif préférentiel, c'est quoi? C'est à quel tarif pour vous? Ce sera 15 € pour les saint-mitréens au lieu du tarif initial. Pourquoi il n'est pas dans la Je sais pas, je sais pas. Donc, nous voterons pour ce projet, d'autant plus que nous sommes ravis que la collaboration avec les décoiffeurs de girafes continue, puisqu'on avait déjà, on était déjà en collaboration avec eux, on avait déjà fait un spectacle. Donc, on est ravis pour eux que ça continue. Merci, merci Madame de Rivas. Donc, nous avons des votes contre, non. Des abstentions, non plus. À l'unanimité. Projet numéro 9. Remboursement des week-ends de location pour les Chœurs de France Méditerranée. Madame Paculic, je vous redonne la parole.
Donc, comme vous le savez, l'association Cœur de France Méditerranée a réservé en début d'année la salle de la Manare pour ses répétitions durant 9 week-ends. Or, l'association n'a pas pu utiliser la salle durant 4 week-ends en raison des mesures de confinement, les premières mesures de confinement prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Ainsi, il est demandé au conseil municipal d'autoriser le remboursement pour ces week-ends concernés. Avez-vous des questions? Nous avons des questions sur ce point, Madame de Rivas. Juste une petite précision, est-ce que les Cœurs de France ont renouvelé la convention pour la nouvelle année? Oui, j'ai signé la convention, donc ça a été renouvelé. Merci. Si nous n'avons pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Est-ce que nous avons des votes contre? Des abstentions? Alors à l'unanimité, merci à vous. Projet numéro 10, autorisation d'ouverture dominicale pour l'année 2021. Je donne la parole à M. Éric Vivin. Vous aviez sur votre bureau une modification de cette délibération. Monsieur Vivin. Oui, bonjour à tous. Donc, c'est le projet numéro 10 ayant pour objet l'autorisation d'ouverture dominicale 2021. Nous proposons des dates qui sont somme toute classiques d'une année sur l'autre, avec néanmoins ce petit changement concernant la date des salles d'hiver qui serait décalée au 24 janvier, bien sûr, au vu des circonstances sanitaires actuelles. Pour les commerces automobiles, ce sont des dates qui sont proposées par la CNPA, le Conseil national des professions de l'automobile. Évidemment, il n'y a pas de décalage parce que les concessionnaires automobiles n'ont pas de rapport direct avec les soldes. Merci, Monsieur Vivin. Est-ce que nous avons des questions sur cette délibération très classique? Madame Alifa? Non, pas de questions spécifiques, mais j'en profite juste pour vous demander, Monsieur Vivin, nous avons fait un courrier concernant la TLPE et l'exonération pour la suite de la crise sanitaire. On l'a adressé à Monsieur le maire, mais je suppose que c'est vous qui allez traiter ce sujet. Est-ce que vous comptez nous répondre? Alors, puisque le courrier m'est adressé, je vais me permettre de répondre. Une réponse est en préparation. Néanmoins, vous mésestimez ou vous oubliez que lors du premier confinement, on avait pu faire une remise de TLPE puisqu'il y avait une ordonnance du gouvernement qui permettait cette disposition, que la délibération qui a été prise devait l'être avant le 1er septembre, ce que nous avions fait, que par ailleurs, il ne pouvait pas y avoir un dispositif ciblé entre les entreprises qui avaient fermé ou pas, c'était une disposition à caractère général, et que cette ordonnance n'a pas été renouvelée par le gouvernement, et donc il n'est pas possible aujourd'hui de réitérer cette opération sur la TLPE. Il y a des dispositifs qui existent pour faire ce genre d'exonération. Pas sur la TLPE. À vérifier. Si nous n'avons pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Est-ce que nous avons des votes contre? Des abstentions? Le projet est adopté à l'unanimité. Projet numéro 11. Madame Stekelorum nous présente le rapport écrit du représentant du conseil municipal, qui est Madame Stekelorum, de la ville de Saint-Nicolas-en-Parc, au sein du conseil d'administration de la CENIVIM pour l'exercice 2019. Merci, bonjour à tous. Alors comme tous les ans, il est demandé à l'ensemble du conseil municipal d'approuver le rapport écrit du conseil d'administration de la CENIVIM pour l'exercice de l'année précédente, donc là pour l'exercice 2019. Donc le conseil d'administration de la CENIVIM s'est réuni 3 fois, en janvier, au mois de juillet et au mois de décembre. Je vais résumer les principaux faits marquants de ces conseils. La constatation de l'installation de nouveaux représentants des locataires élus au sein de leur organisme HLM. Ces membres sont renouvelés tous les 4 ans. Donc là, c'était l'année du renouvellement. Une prise d'acte des augmentations des loyers à compter du 1er janvier 2019. Une prise d'acte de la désignation des 8 représentants de la ville de Martigues, nommés administrateurs du conseil d'administration. Je ne sais pas si je vais... Monsieur Charroux, Madame Isidore, Madame de Giovanni, Madame excusez-moi, Madame Saint-Nicolas, Monsieur Paty, Monsieur Lefebvre, Madame Perrachia et Monsieur Monchot. Lors de ces conseils d'administration, un certain nombre de décisions ont été prises concernant la gestion du parc immobilier, ainsi que des approbations, des validations, etc. C'est très long et le contenu de ces conseils d'administration peuvent être consultés dans ce document, donc vous pouvez le consulter en mairie.
Passons maintenant à l'exercice 2019. Le cabinet Sémaphore a été mandaté en septembre 2019 dans le cadre d'une mission d'assistance à l'équipe comptable et financière suite au départ ou absence des encadrants du service financier et face aux difficultés rencontrées suite au changement de logiciel comptable. Alors, l'actif immobilisé reste stable et représente 135 millions d'euros. Je vais vous donner quelques chiffres, mais ça ne sera pas long. Les capitaux propres augmentent légèrement et s'élèvent à 53,8 millions d'euros. Les résultats d'exploitation sont en diminution de 719 000 euros, résultat d'une augmentation des produits d'exploitation de 334 000 euros, mais d'une augmentation plus importante des charges qui se montent à 1 053 000 euros. En conclusion, nous avons... si je retrouve ma feuille... Pardon, excusez-moi. Nous avons un résultat d'exploitation déficitaire. Ah, c'est pas possible. Je vais passer... voilà, comme l'année dernière, donc le résultat financier déficitaire d'1 336 000 euros. Principalement dû aux intérêts sur emprunt. Les chiffres sont un petit peu difficiles. Alors, maintenant, nous allons avoir les réalisations de l'exercice 2019. La Sémivim a acheté donc à la Société civile de construction-vente un immeuble à usage de bureaux élevé d'un étage au rez-de-chaussée situé avenue Auguste Baron pour un montant de 1 124 400 euros. Il y a eu la construction de logements, une livraison de logements locatifs sociaux, 9 T2, 5 T3, 2 T4 et 17 parkings. Il y a eu des cessions d'actifs. Une analyse de secteur d'activité, c'est le patrimoine et gestion immobilière. Donc nous avons, la Sémivim est propriétaire d'un parc immobilier de 2834 logements. Qui se décompose en logements conventionnés et non conventionnés. Les loyers de la gestion locative, hein, donc les loyers, le montant des loyers quittançés sont de l'ordre de 17 702 000 euros. Voilà pour les chiffres. Alors, concernant la vacance et la rotation des logements, la vacance moyenne annuelle sur l'ensemble des résidences s'élève à 68 logements. Donc il s'agit d'une vacance technique liée aux grosses réhabilitations. Il y a des travaux de mise en conformité des logements dans des résidences, comme le Mas de Poine, les Capucins, etc., Paradis Saint-Roch, ainsi que des logements mis à la vente. Au sujet des impayés. Alors, dès le premier mois de loyer, le locataire est contacté afin de déterminer si un suivi doit être envisagé. Au cours de l'année 2019, 208 échéanciers ont été mis en place. Cette mesure d'anticipation a permis le respect de 80% des échéanciers mis en place et le solde de la dette de loyer correspondant. Les commissions d'attribution de logements locatifs sociaux maintenant. Donc sur l'ensemble de l'année 2019, 19 commissions d'attribution ont été organisées, au cours desquelles 737 demandes ont été traitées et 206 logements attribués. Voilà, donc on demande maintenant de l'approbation de ce rapport. Voilà. Merci Catherine pour cette présentation très détaillée. Est-ce que nous avons des questions, des remarques? Non. Alors, est-ce que nous avons des votes contre sur ce rapport? Des abstentions? Alors à l'unanimité, merci à vous. Je passe maintenant la parole à l'adjoint en charge des travaux, M. Bruno, pour un avenant. Donc cet avenant, il est sur la rue de la Lézardière. Donc après les travaux du SMED, à l'enfouissement des câbles électriques, la société AEI est intervenue pour le raccordement de l'éclairage public. Donc du matériel spécifique s'est avéré nécessaire et qui a fait l'objet donc d'un avenant qui n'était pas prévu.
Donc le bon de commande initial en février 2020 s'est levé à 28 488 € hors taxe. L'avenant du 02 novembre pour le matériel supplémentaire s'élève à 4 094 € hors taxe. Donc ces travaux ont été réalisés justement pour empêcher que la voie publique soit restée dans l'obscurité. Donc ça a été fait dans l'urgence. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Merci, monsieur l'adjoint. Est-ce que nous avons des questions sur ce sujet? Oui, madame Alifa, vous avez la parole. Oui, monsieur Bruno, je suis très surprise de votre présentation parce que la délibération, nous avons vu que c'était une modification liée au bordereau de prix pour pouvoir insérer un certain nombre de fournitures qui n'étaient pas dans le bordereau. Je sais que ça posait problème sur le marché de savoir si c'était nous qui les fournissions, et puis c'est toujours compliqué dans le délai d'être raccord entre le fait que la commune puisse les récupérer et que AEI puisse faire les travaux. Donc je ne comprends pas du tout le lien avec la lézardière parce que ce n'est pas du tout l'objet pour moi de l'avenent puisque ce n'est pas lié à des travaux. Je vais vous éclairer tout de suite. Donc par rapport... Parce que voilà, peut-être qu'on a mal compris, mais du coup, je ne vois pas du tout la lézardière notée. Et même par rapport à ce qui est demandé à EI, voilà, quand ils font la prestation, c'est devis, bon, 51,190, prix bordereau complémentaire. Donc pour moi, ce n'était pas lié à une opération. Donc ça, bon, après, vous allez peut-être me donner des explications. Donc ça, c'est le premier point mais que j'improvise avec votre remarque. Le deuxième, bon, sur les fournitures, on n'a pas de remarque particulière. En revanche, maintenant que je vois ce que vous venez de me dire, il est bien écrit que l'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord cadre, il est écrit non. Or, vous venez de dire qu'il y a un montant de 4 000 € et je ne comprends pas à quoi il correspond. Ça, c'est du coup la première vraie question. Et la deuxième, nous sommes assez surpris par les deux dernières lignes de l'avenant qui comprennent un bureau de contrôle. Enfin, en tout cas, c'est des prix bordereau, toujours pareil, ce n'est pas des prestations réalisées. Et un imprimé consuel que l'on n'a absolument pas dans l'offre technique d'AEI. Donc pourquoi il y a deux lignes qui sont rajoutées? Alors, en plus, il se trouve que ce n'est pas des fournitures, mais ce sont des prestations. Même si dans l'intitulé prestations générales, on peut avoir des fournitures. Mais là, c'est deux choses complètement différentes, ce consuel. Pourquoi il n'est pas dans le devis d'AEI? Donc voilà, là vraiment, du coup, j'avais une question simple, mais avec votre présentation, elle devient compliquée parce que je ne comprends pas le lien avec le bordereau qui n'a pas d'incidence financière. Alors, je vais d'abord répondre effectivement sur la lézardière. Ce que M. Bruno a voulu dire, c'est que c'est l'opération lézardière qui nous a conduit effectivement à apporter un complément. Ce n'est pas lié à l'opération. Donc effectivement, vous avez raison sur votre remarque. D'accord, ben voilà, parce que je il y avait une présentation qui mélangeait l'historique avec le technique. Mais sur les deux points techniques, par contre, je vais laisser l'adjoint répondre pour le détail. Donc, comme vous a dit M. Voyer, cet avenant au niveau du contrat cadre, il était lié directement avec les travaux qui avaient été réalisés. D'accord ? Il s'avérait donc qu'il fallait du matériel qui n'était pas sur le contrat initial. Donc, il a été rajouté justement pour pallier à d'autres avenants si c'est avéré nécessaire. Donc je repose ma question, parce que sur ça, bon, j'entends qu'il y ait des fournitures particulières qui soient ajoutées. Vous le justifiez en disant qu'on a eu un marché de travaux sur lequel vous avez besoin de ça, donc ça me va très bien. Mais je ne comprends toujours pas ces deux nouveaux prix qui correspondent et qui ne sont pas du tout dans l'offre technique d'AEI. Donc c'est quand même... pour moi, l'avenant n'est pas bon, quoi, parce qu'il n'est pas conforme à l'offre technique et commerciale d'AEI. Donc je ne vois pas comment on peut avoir un avenant. Vous voyez les deux dernières lignes? Oui, je vois. Le 603 et le 604, bureau de contrôle, 470 et 80, et ils ne sont pas du tout dans l'offre commerciale d'AEI. Alors on a même pensé que c'était inversé, on a lu toutes les... mais on ne les voit pas, donc pour moi l'avenant n'est pas bon. Voilà. Il n'est pas conforme. Mais en fait, c'est pas parce que tout ce qui est listé n'est pas présent que ça ne va pas être utilisé. Ça a été l'occasion de compléter
Et donc de faire en sorte que sur des prochains marchés, on n'ait pas besoin de Non, revenir mais encore. ça, je sais, monsieur Gouillet, que c'est une ouverture de ligne, puisque c'est un prix bordereau, et qu'on m'explique que le prix du bordereau, c'est simplement, on l'utilise que quand on en a besoin. En revanche, le prix bordereau, il est lié forcément à un devis de l'entreprise que l'on n'a pas sur le bureau de contrôle et l'imprimé mensuel. Donc pour moi, l'avenant n'est pas conforme dans sa forme. Hein. Dans le fond, j'ai pas d'état, mais dans la forme, pour moi, il n'est pas conforme. Pour nous, la forme ne posait pas de problème. J'avoue que je ne vois pas le point technique qui me pose problème. Vous voyez la deuxième page, la page 3 sur 4, vous avez vu qu'il y a deux lignes qui sont ajoutées, vous avez un devis derrière, vous prenez la dernière page, elle s'arrête au 102 et vous n'avez pas les deux autres prestations, 103, 104. On n'a pas de devis, pourquoi ça coûte 470 €? Donc c'est quand même c'est sérieux, c'est le bureau de contrôle 470 €, l'imprimé mensuel 80 €, il n'est pas dans le devis d'AEI, donc c'est un vice de forme, c'est ça que je vous dis. Après moi si... Voilà, il faut juste modifier parce que la délibération n'est pas conforme. Enfin, l'avenant n'est pas conforme puisqu'il n'est pas lié à cette... Non, mais en fait, vous voudriez qu'à chaque fois qu'on a un nouveau marché avec des nouveaux besoins, parce qu'effectivement, on avait des bordereaux qui étaient insuffisamment détaillés jusqu'à présent, vous voudriez qu'on refasse une délibération. Nous, on anticipe. Pas du tout. Je vous dis que votre devis n'est pas conforme à l'avenant. Vous avez deux documents où la liste proposée par AEI n'est pas la même que celle que vous mettez dans l'avenant. C'est pas réglementaire. C'est ça, je veux dire, il manque deux prestations, c'est tout. C'est pas grave en soi, mais la délibération n'est pas conforme, donc on peut pas la voter. Mais vous rajoutez les prix, vous demandez à oui et on les votera, il n'y a pas de souci, mais c'est pas le cas là pour le moment, c'est faux. Bon, alors, c'est pas du tout. Alors écoutez, ce que je vous propose, c'est on clarifiera ça et on va pour ce soir retirer les deux lignes qui ne sont pas dans le devis, histoire qu'on puisse voter le reste. Parfait. C'est exactement ça. Parfait, ça me va très bien. Et on rectifiera. Parfait. Hop. Parfait. Donc les deux dernières lignes, et puis après, bon, voilà, dans un prochain avenant, on pourra l'ajouter dans les... Exactement. Donc on retire les deux dernières lignes. Non, mais c'est exactement ça. Qui font débat, et comme ça devrait nous permettre de pouvoir voter ce point. Oui, il n'y a pas de problème. C'est parce que ce n'est pas conforme. Sur le fond, voilà. On est tout à fait d'accord. Donc, au-delà, maintenant, ces deux lignes sont rectifiées. Avons-nous des questions supplémentaires? Non, il n'y a pas de souci. Est-ce que nous avons un vote contre? Non plus. Abstention? Unanimité? Merci à vous pour ces modifications. Projet numéro 13. Je redonne la parole à Mme Stekelorum pour la contribution de la commune au Fonds de solidarité pour le logement au titre de l'année 2020. Oui, il s'agit de contribuer au Fonds de solidarité pour le logement, comme d'autres collectivités le font. C'est un dispositif qui vise à aider financièrement les familles en difficulté, soit pour des impayés d'énergie, ou soit pour les aider à obtenir un logement décent et à s'y maintenir. Cette compétence était jusqu'ici exercée par le département, elle a été transférée à la métropole, mais la gestion a été confiée par convention donc à la Caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône. Donc cette contribution est calculée sur la base de 0,15 € par habitant, sur la base de 5 983 habitants, donc ça donne une contribution de 898 €. Il est à noter que cette contribution est inférieure aux aides allouées aux personnes, aux familles en difficulté. Donc c'est un dispositif qui est intéressant. Merci Catherine. Est-ce que nous avons des questions? Oui, Madame De Rivas, je vous donne la parole. Juste une précision, est-ce que vous connaissez justement le montant qui a été récupéré pour l'année 2009 pour profiter de 2020? Le montant des aides? Oui. Oui. Pour 2019, je pense que c'est marqué. Oui. Une somme de 4 497 €. Donc, deux familles qui ont reçu une aide financière pour un accès à un logement. Et une famille qui a bénéficié d'une aide financière relative aux impayés locatifs. Et sur l'énergie? Les 5 dossiers ont reçu un avis favorable pour les dettes relatives à l'énergie. Ah voilà, c'est ça. Voilà. Juste une autre précision, cet appel correspond bien à l'année 2020 sur l'exercice en cours. C'est pas l'année pour 2021. Là, c'est pour l'année 2019. Non. Ah, l'appel. La délib, c'est oui.
2020. Merci. Oui, oui. Le 2019, ce sont les chiffres, les aides oui, tout à fait. que j'ai dit. Merci. Donc, en effet, alors notre contribution évidemment ne se fait pas seulement sur la base de ce que ça rapporte à la commune, mais il est toujours intéressant de constater qu'on contribue à hauteur d'un peu moins de 1 000 euros et que les familles saint-mitréennes bénéficient d'aides supérieures à 8 000 euros. Donc nous sommes gagnants et même si on devait être perdant, je pense que ça reste un dispositif qui est intéressant et auquel on continuera à contribuer. Voilà. Merci. Est-ce que nous avons des questions supplémentaires? Non, pas de questions supplémentaires. Alors, est-ce que nous avons des votes contre sur ce point? Des abstentions? Alors, à l'unanimité, merci à vous. Projet numéro 14, convention de partenariat, participation au financement de la maison médicale de la gare d'Istres, Et alors, par délibération de 2016, la commune de Saint-Mitrel-les-Remparts avait participé au financement de la maison médicale de garde d'Istres. Et donc, compte tenu de l'utilité de ce service, nous vous proposons de poursuivre ce dispositif et cette participation. Est-ce que nous avons des questions sur ce sujet? Non. Pas de questions. Est-ce que nous avons des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? À l'unanimité, merci à vous. Nous passons maintenant aux questions purement financières et je donne la parole à l'adjointe en charge des finances, Mme Pézeril, pour les tarifs municipaux 2021. Il est proposé à l'Assemblée d'adopter les tarifs municipaux pour l'année 2021, conformément au tableau porté en annexe. Les tarifs demeurent inchangés par rapport à 2020. Il est précisé toutefois qu'une réflexion est en cours pour modifier les tarifs des garderies et de la restauration scolaire. Est-ce qu'il y a des questions? Nous avons des questions sur ce point. Madame Alifa, vous avez la parole. Voilà, moi j'ai une première série de questions et M. Barouero en aura quelques-unes aussi. Vous dites justement que les tarifs demeurent inchangés, mais vous avez forcément ajouté celui de Linda Lemay du spectacle, puisque celui-là est plus élevé que les tarifs classiques. Donc c'est un tarif supplémentaire et plus élevé. On constate qu'il n'y a pas de baisse comme vous étiez engagé à le faire. Et enfin, il a disparu aussi la boutique éphémère, c'est bien ça. Ce n'est pas une omission dans les tarifs. Non, je vous confirme effectivement que la boutique éphémère a disparu, voilà. Que le tarif pour Madame Lemay, pour les têtes d'affiche, effectivement, est un nouveau tarif. Donc il n'y a pas une modification, c'est un ajout de tarif, mais bon, ça reste une modification du document, mais ce n'est pas une modification des tarifs tels qu'ils existaient. Et effectivement, on vient de vous indiquer, l'adjoint de vous indiquer qu'on a donc une réflexion en cours sur la modification des tarifs pour la garderie et pour les activités périscolaires. Et donc nous allons effectivement, nous travaillons sur ce sujet. Hein, ce ne sont pas des sujets qu'on traite à la légère, donc nous prenons notre temps. Autant il y a des sujets qui nécessitent de l'urgence, autant il y a des sujets qui nécessitent qu'on prenne notre temps. Il y a des incidences financières pour les familles, pour la commune. Et donc nous faisons ça posément. Voilà. Monsieur Barouero, vous avez des questions complémentaires? Oui, s'il vous plaît. Justement, là, sur cette question-là de la réflexion en cours, dans la mesure où il n'y a plus de commission éducation, est-ce qu'il y a une consultation des associations de parents d'élèves ou d'autres structures qui est en cours? Puisque vous me tendez la perche, je vais en profiter pour rappeler que sous le mandat précédent, nous avions eu une flambée des tarifs des temps de périscolaire, aussi bien pour la garderie que pour les activités. Et donc nous sommes en train de travailler à une diminution des tarifs. Donc forcément, on a des parents qui sont favorables. Aujourd'hui, on n'a plus de commission municipale dont le fonctionnement posait problème, mais ça ne nous empêche pas de constituer des commissions extra-municipales qui nous permettent d'ailleurs d'associer largement la population. Sur ce point, ce n'est pas forcément nécessaire, une fois encore, dans la mesure où il y a une diminution des tarifs. Par contre, on sera très favorable à créer un certain nombre de commissions au cours du mandat pour traiter de façon spécifique un certain nombre de sujets. Nous avons des questions supplémentaires sur ce point? Pas davantage. Alors, est-ce que nous avons des votes contre ces tarifs municipaux? 4 votes contre, plus des procurations. Est-ce que nous avons des abstentions? Est-ce que nous avons des votes pour? C'est adopté. Projet numéro 16, de nouveau Madame l'adjointe, Madame Pézeril, pour l'adoption du principe d'autorisation d'inscription de biens en faible valeur, en section d'investissement pour l'exercice 2021. Je vous donne la parole. Il est rappelé à l'Assemblée que par délibération numéro 4 du 20 janvier 2003,
Il a été institué le principe d'adoption d'autorisation d'inscription de biens de faible valeur en section d'investissement des dépenses mandatées ou engagées, en dessous du seuil de 500 € pour tous les biens se rapportant à l'exercice considéré. Donc il est proposé de renouveler pour l'exercice 2021 le principe d'autorisation d'inscription de biens de faible valeur en section d'investissement des dépenses mandatées ou engagées en dessous du seuil de 500 €. Merci Madame Pézeril. C'est une délibération classique et technique qui n'appelle pas forcément des questions, mais néanmoins, si vous avez des questions, pas de questions. Est-ce que nous avons des votes contre? Des abstentions? Alors à l'unanimité. Madame Pézeril, vous avez de nouveau la parole pour le projet numéro 17 au budget principal, l'admission en valeur et créance et teinte de taxes et produits irrecouvrables sur les exercices antérieurs. Il est indiqué à l'Assemblée que divers titres de recettes émus n'ont pu être recouvrés malgré les poursuites engagées par Monsieur le Trésorier principal. Il s'agit de sur 3 exercices, donc l'exercice 2016, 648,04 €, exercice 2017, 1070,96 € et exercice 2018, 2067,70 €, soit un montant total de 3786,70 €. On précise toutefois que cette mesure comptable n'empêche pas le recouvrement de la somme due si la solvabilité du débiteur venait à être reconnue. Merci Madame Pézeril. De nouveau, est-ce que nous avons des questions sur cette délibération? Oui, Madame Alifa. Oui, quand on regarde le détail du trésorier public, là, est-ce que vous savez à quoi correspond exactement le type de créance? Il s'agissait de la TLPE. Voilà, et il n'y a aucun... Enfin, parce qu'a priori, ce sont des sociétés qui ont déposé le bilan. Donc, certainement, oui. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas son créancier. Oui, non, ça, je sais, c'est le trésorier qui vous le propose. Mais est-ce que vous avez fait une recherche par rapport à ça pour savoir ou pas, non? C'est le trésorier qui l'a fait. Oui, mais par rapport à la connaissance que vous en avez localement? Non. Bon, d'accord. Merci. Alors, si nous n'avons pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Est-ce que nous avons des votes contre? Des abstentions? Alors, à l'unanimité, merci à vous. Projet numéro 18, de nouveau Madame Pézeril, pour le vote d'une avance sur subvention à l'association Football Club de Saint-Mitre-les-Remparts. Dans l'attente du vote du budget primitif, on propose d'accorder une avance sur subvention au titre de l'exercice 2021 à l'association Football Club de Saint-Mitre-les-Remparts d'un montant de 10 000 €. Les conseillers municipaux intéressés par l'association, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires, ne prennent pas part au vote. Et comme personne n'est intéressé par l'association, ni en leur nom personnel, ni comme mandataire, nous pouvons tous participer au vote. C'est une délibération classique qui est votée tous les ans, les habitués le savent bien. Nous avons des questions sur ce point? Pas de questions. Est-ce que nous avons des votes contre? Abstention? Alors à l'unanimité, merci à vous. Projet numéro 19, pour lequel il s'agit de voter une avance sur subvention pour le CCAS. Et je passe la parole et je cède la présidence à Monsieur Marlot pour ce point. Bonsoir à tous. Le projet numéro 19, vote d'une avance sur subvention au Centre communal d'action sociale, exercice 2021. Je laisse la parole à Marielle Pézeril. Il est indiqué à l'Assemblée qu'il convient d'accorder une avance sur subvention au titre de l'exercice 2021 au Centre communal d'action sociale afin de permettre le règlement des charges de fonctionnement, et cela dans l'attente du vote du budget primitif. Cette avance s'élève à 300 000 €. Ah oui, pardon. Mesdames Catherine Steckelrom, Claudine de Rivas, Mireille Goyer, Evelyne Guillermet, messieurs Lucas Gilly et membres du conseil d'administration du CCAS ne prennent pas part au vote. Est-ce que vous avez des questions? Non, juste une petite remarque. On voit que c'est donc une subvention de 300 000 € pour... C'est une avance. Une avance, voilà. Parce que c'est vrai qu'on avait l'habitude de faire une avance sur subvention globale. Et à l'époque, Pauline nous avait conseillé de séparer avec une avance et ensuite une subvention complémentaire. Donc on avait déjà fait ce processus de 300 000 € en début d'année, enfin en fin d'année pour l'année suivante pour alimenter le compte. Et ensuite le reste.
Donc sur les montants, le 300 000 et puis la suivante, c'est pour une dynamique générale par rapport à cette avance de subvention. On est donc sur les 550 000 euros qui avaient été prévus au budget. Donc sur les 300 000, j'ai pas d'état d'âme. En revanche, après, il y aura un problème sur la décision modificative de 100 000 euros supplémentaires. Alors que le budget. Pourquoi du coup, si vous aviez besoin de 100 000 euros, pourquoi vous ne les mettez pas dans cette avance-là? Parce qu'on ne parle pas de même exercice budgétaire. Si, puisque c'est une avance. Il y a une décision modificative de 100 000 euros supplémentaires pour l'année prochaine. C'est le projet Non, non. Oui, c'est pour les suivants. C'est pour les suivants, ça je l'entends, mais c'est simplement pour comprendre la démarche. Parce que les 100 000 euros, c'est pour cette année. C'est pas pour l'année prochaine. On avait un budget de 450 000 euros en 2020. Non, 550. On a vérifié. C'est certain. Non, on avait 550 000 euros, ça c'est certain. Donc ça fait bien les 300 000 plus les 250. Mais il y a une décision modificative de 100 000 euros. Donc je ne comprends pas pourquoi on a ces 300 000 là. Il y avait vraiment 550. On avait le budget. Il se trouve qu'on l'avait fait et que vous ne l'avez pas modifié quand on l'a voté en juillet. On avait bien une subvention globale de 550 000 qui se répartissait en 300 000 en avance sur subvention et en 250 en subvention complémentaire. Ça, je suis entièrement d'accord. Sauf que derrière, il y a une décision modificative de 100 000. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que du coup, c'est pour ça que je suis bloquée sur cette subvention de 300 000 là. Comment ça se fait que... Voilà. Alors, si je ne prends pas part au vote, je vais néanmoins prendre la parole, parce que ça, j'ai le droit. On est bien d'accord qu'on a 550 000 euros de budget, on a ici 300 000 euros sur cette délibération, qui a priori ne pose pas de problème. Votre question porte davantage sur la deuxième question et sur la cohérence, sur la somme totale. C'est-à-dire que globalement, on a 550 000 euros au budget. Donc, il y a une délibération de 300 000 pour l'année prochaine, mais c'est la même que celle qu'on avait votée en 2020. Donc si on regarde 2020, on a les 300 000 qu'on avait votés en janvier. Il se trouve qu'on les vote là pour 2021, donc je n'ai pas d'état d'âme. On a les 250 000 qu'on vote en subvention complémentaire. Donc on est bien sur les 550 000 pour l'exercice 2020. Or, on a une décision modificative qui demande 100 000 de plus. Donc c'est là que je ne comprends pas. Ce 300 000 là, qu'est-ce qu'il vient de faire Pourquoi il n'y a pas 400 000 enfin, je ne comprends pas. Et ces 100 000 là me choquent par rapport au montant global, où il nous semblait que 550 000 euros de subvention, c'était largement suffisant pour le CCAS. Donc j'ai du mal à comprendre la démarche. Pourquoi en 2021 c'est 300 000 voilà. Alors, une fois encore. Alors, moi, en budget, j'avais bien 450 000 euros. Alors, moi, je vous comprends. Non, mais si, comme vous dites, il y a 550, je comprends tout à fait ce que vous dites. Ouais, voilà, c'est pour ça. Moi, je trouve super cohérent les 300 000 et les 250 000. C'est cohérent et on le reporte d'une année sur l'autre et ça nous évite notamment les problèmes de trésorerie. Je suis d'accord. Voilà. Mais j'ai un souci sur les 100 000 qui arrivent derrière, donc j'ai du mal à comprendre. C'est ça que je vous pose comme question. Alors moi, c'est les informations que j'ai de la comptabilité. Il manque 100 000 euros pour finir l'année. Par rapport après, c'est le projet, c'est la délibération suivante. Hein. Vous voulez pas qu'on fasse les points dans l'ordre oui. On est bien au point non, mais c'est pas on est au point numéro 19, vous êtes en train de parler du point numéro 21. Non, mais le 300 000, je voudrais le comprendre puisque c'est 2021. J'ai besoin de le comprendre. Non, le 300 000, c'est la même chose que tous les ans que vous votiez. Oui. C'est l'avance. Oui, mais si vous avez 100 000 de plus, pourquoi vous votez 300 000 là? Parce que c'est ce qui suffit pour recommencer l'année en attendant qu'on vote le budget 2021. Bon, c'est votre réponse, ok. D'accord. Bon. Très bien pour ces points. Est-ce que nous avons d'autres questions? Non. Est-ce que nous avons des votes contre? Des abstentions? Non plus. Donc unanimité sur ce point. Très bien. Bon, écoutez, c'est formidable. Alors, unanimité sur les gens qui peuvent voter, évidemment. Hein. Ceux qui ne peuvent pas voter ne prennent pas part au vote. Et ça reste une unanimité. Projet numéro 20, attribution d'une subvention complémentaire au CCAS. Madame Pézeril, vous avez de nouveau la parole. On vient déjà d'aborder le sujet. Donc une subvention complémentaire de 250 000 euros est rendue nécessaire, donc en plus des 300 000 euros d'avance de subvention, donc ce qui rapporterait la subvention totale à 550 000 euros. On vient d'en parler, donc on a déjà donné notre point de vue. Voilà, ça complète les 550 000. Du
coup, je vais quand même vérifier, mais j'avais le budget, donc je suis inquiète de ce que vous me dites. Mais je vais regarder aussi. Oui, voilà, parce que bon, moi, j'avais le budget et j'ai bien vérifié. Donc pour moi, les 550 sont tout à fait cohérents avec l'ordre du service. Donc il n'y a pas de problème, mais je trouve bizarre que... Voilà. Merci. Merci Madame Alifa. Est-ce que nous avons des votes contre ce point? Des abstentions? Alors à l'unanimité, merci à vous. Projet numéro 21, décision modificative pour l'exercice 2020. Et je donne une fois encore la parole à l'adjointe aux finances, Madame Pézeril. Donc on retrouve ces 100 000 euros de différence. Et ensuite nous avons des maniements de comptes. Il s'agit de subventions d'équipement qui avaient été comptabilisées en subventions d'équipement non transférables et qui s'avèrent être des subventions d'équipement transférables. Donc pour équilibrer, puisque nous devons avoir des dépenses et des recettes toujours à zéro, nous enlèverons dans les recettes une taxe d'aménagement qui n'a pas été reçue et nous déduisons dans les dépenses des frais d'études qui n'ont pas été engagés. Y a-t-il des questions? Merci Madame Pézeril. Alors, nous avons gardé l'habitude, qui était celle du mandat précédent, de joindre une note de synthèse explicative à ces décisions modificatives. Donc, vous avez a priori les éléments. Si vous avez des questions néanmoins, vous êtes évidemment les bienvenus pour poser des questions. Justement, c'est cette note de synthèse dans laquelle, sur les dépenses, on fait état d'une année particulière où il n'y a pas eu forcément un certain nombre de dépenses, mais en contrepartie, il n'y a pas eu non plus certaines recettes attendues, notamment de la CAF. Donc j'aurais aimé avoir ce bilan, mais si je comprends bien, ce bilan il est déficitaire de 100 000 euros. Et c'est là que les bras m'en tombent, c'est-à-dire que c'est pas une augmentation, là je comprends absolument pas. C'est-à-dire que, connaissant, alors on voit que par exemple les colonies n'ont pas eu lieu, il y a des repas, l'achat de prestations tels que les repas de la restauration scolaire sont moindres, mais par contre on a moins de dépenses. Ok, mais le delta ne peut pas être de 100 000 euros. Enfin, là je ne comprends pas du tout. Là pour le coup, c'est plus qu'une flambée qui est attribuée au CCAS. Franchement, là il faudrait le détail quand même, parce que 100 000 euros, c'est pas rien quoi. On vous le fournira. Mais pourtant, c'est bien ça. Il y a 100 000 euros d'écart entre les colonies qui n'ont pas eu lieu et la CAF qui ne nous a pas versé. C'est même pas le montant des prestations. Oui, alors Madame Alifa, mais ça paraît colossal. Vous n'êtes pas sans savoir que l'essentiel des charges pour la commune ont été maintenues, notamment les charges de personnel, alors que par contre, les familles n'ont pas participé, n'ont pas contribué. Je pense par exemple aux crèches, et c'est pareil pour la dotation de la CAF, qui n'a évidemment pas été apportée. Donc il y a des rééquilibrages légitimes. Tout est transparent et si vous voulez faire un point avec l'adjointe aux finances et avec la chef de service aux finances, tout est évidemment transparent, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ça paraît colossal parce que rien que les colonies, on avait un budget de 100 000 euros, je crois, qui n'a pas été dépensé. Donc laisser 100 000 euros de delta, j'aimerais vraiment avoir le détail parce que là, je trouve ça... je suis désolée, mais alors, ça paraît... Alors 100 000 euros sur les colonies, ça m'étonnerait beaucoup parce que... c'était ce qu'on avait prévu initialement, même si après il y avait moins de demandes, mais c'était ce qui était dans les budgets. Ça fait très longtemps qu'on n'est plus à 100 enfants qui partent. Oui, mais c'était dans les budgets. C'était dans les budgets. Donc là, ça fait... je veux dire, c'était dans les budgets n'ont pas changé. Donc les mêmes lignes étaient inscrites et il y avait bien les 550 000 euros. Et là, en gros, on est à 650 000 euros. Mais c'est quoi cette flambée quoi franchement, je n'arrive pas à comprendre. La flambée, c'est la participation des familles qui n'est plus présente en période de Covid. Mais non, mais ça ne fait pas 100 000 euros, monsieur Goyer, la participation des familles. Vous connaissez les montants quand même, vous connaissez les ordres de grandeur. C'est l'ordre de grandeur qui est colossal. On aurait eu quelques milliers d'euros, j'aurais compris. Mais 100 000 euros, c'est colossal en participation des familles. Ça me paraît... Oui, on a aussi une baisse de la dotation de la CAF. Donc tout est oui, mais je connais les montants. Je connais les montants. Et je peux vous dire que 100 000 euros, non, c'est pas cet ordre de grandeur. Donc je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ces 100 000 euros, plus précisément. Donc ce décompte de plus et de moins, qu'est-ce que ça fait à la fin réellement? Voilà, mais bon, Madame Pézeril a proposé de nous donner ce décompte, mais vraiment, on aimerait l'avoir. Merci. Bon, est-ce que nous avons des questions supplémentaires sur ce point? Pas de questions supplémentaires. Alors pour le coup, est-ce que nous avons des votes contre? Des abstentions? Non, on est contre, pardon. Alors, des votes contre? Contre. Vote contre. Parce qu'on n'a pas l'explication des 100 000. Des abstentions?
Vote pour. Le projet est adopté. Madame Pézeril a à nouveau la parole pour le vote du quart des crédits d'investissement, très classiquement. Il est indiqué à l'Assemblée que jusqu'à l'adoption du budget, au plus tard le 30 avril 2021, le Conseil municipal peut autoriser l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d'investissement, et ce dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2020. On avait un budget primitif 2020, donc un budget de 4 773 000 €. Le quart des crédits s'élève donc à 1 193 434 €. Merci Madame Pézeril pour cette délibération technique. Est-ce que nous avons des questions sur ce point? Pas de questions. Nous passons au vote. Des votes contre, des abstentions à l'unanimité. Merci à vous. Projet numéro 23. Acquisition du foncier appartenant à l'EPF PACA sur le boulevard de la Fontaine du Loup, parcelle cadastrée, section AA 50 et 168. Alors, il s'agit d'une opération que nous avions critiquée dans son montage lors du mandat précédent. Et donc, très classiquement, nous modifions cette opération en récupérant le foncier de manière ensuite à le revendre. Évidemment, nous n'avons pas vocation à garder du foncier pour ne rien en faire. Donc, ce foncier sera revendu dans la foulée. Alors, nous avons sollicité les domaines et nous attendons le retour de l'estimation des domaines sur ce point-là, qui ne devrait pas modifier le point qui nous avait été indiqué. On a un prix de référence qui est le prix sur la première estimation des domaines quand l'EPF PACA avait préempté le terrain. Et donc, on va avoir une deuxième estimation des domaines pour vérifier qu'on est en concordance avec ce montant. Mais néanmoins, on peut voter cette délibération. Et je vous propose d'ouvrir la discussion si vous avez des questions sur ce point. Madame Alifa. Oui, juste sur le montant, là, si le montant est changé, ça se passe comment? Bon, j'imagine qu'il peut être changé à la marge, parce qu'en général, donc, de toute façon, déjà, l'EPF ne fait pas de bénéfices, donc il vend... Comment ça se passe? On repasse une délibération ou pas? C'est une question que je pose. Hein. Là, je ne sais pas du tout. Alors, en fait, administrativement parlant, ça se passe comment? On s'attend en fait à ce qu'il ne soit pas changé. Mais on attend la confirmation pour vérifier qu'on peut lancer l'opération comme ça. D'accord. Donc ça, c'était pour la forme. Sur le fond, vous dites que vous voulez le revendre, mais pour faire quoi? Le revendre à qui et pour faire quoi? Alors, pour l'historique, ces parcelles avaient été désignées, Madame Alifa, vous n'êtes pas sans l'ignorer, par vous-même à l'EPF PACA, à la DDTM, comme des terrains prioritaires pour organiser leur préemption pour y construire du logement social. Or, ce terrain en particulier nous était paru particulièrement inadapté dans la mesure où il s'agit d'un terrain enclavé. Et donc, nous avions de longue date indiqué que nous étions en désaccord avec ce projet qui avait suscité des oppositions nombreuses dans le voisinage. Non pas tellement sur la question du logement social, mais surtout sur la question de l'enclavement qui est obligé à passer à travers des propriétés voisines. Je ne vais pas revenir sur les difficultés de voisins qui étaient directement concernés. Et donc, en cohérence avec nos engagements, nous récupérons cette parcelle et nous les revendrons pour qu'ils soient construits simplement des villas tels qu'il était prévu avant la préemption. Du coup, par rapport à ces 564 000 €, on a parlé de budget. Je suppose que vous n'avez pas le budget et que donc il va falloir emprunter. Oui, on ouvre une ligne de trésorerie. Vous n'avez pas encore la décision parce qu'elle est très récente, mais vous l'aurez au prochain conseil municipal. Et donc, on a une ligne de trésorerie qui est ouverte pour emprunter et pour restituer ensuite. Donc, oui, la ligne de trésorerie aussi. Mais donc, vous allez faire un emprunt pour cette partie-là, pour acheter ce terrain-là. Et c'est une opération parfaitement saine, puisqu'effectivement, il ne s'agit pas d'endetter la commune, mais d'avoir la trésorerie pour pouvoir racheter et revendre. Et vous pensez revendre suffisamment rapidement? Parce que si vous faites un emprunt, vous endettez la commune. Or, il y a quand même, avec 564 000 €, on peut faire beaucoup de projets. Je ne sais pas, moi je pense au gymnase du collège ou des choses comme ça. C'est colossal quand même, 564 000 €. Vous êtes sûr de le vendre rapidement? Oui. D'accord. Donc vous avez peut-être des pistes alors. Voilà. Et dernière question, oui. Vous n'êtes pas censé ignorer que bien sûr ce projet a été pris en compte dans la carence pour les logements sociaux institués par l'État, qui nous donnait une certaine moins-value. Du coup, il faut revenir en arrière.
est-ce que vous avez évalué, parce que ça c'est facile à faire, est-ce que vous avez évalué le coût qu'il va falloir rembourser à l'État par rapport à ce projet-là? Alors nous sommes évidemment, et vous le savez bien, en discussion permanente avec les services de l'État sur ces sujets, notamment sur ces sujets de carence qui sont importants pour la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, puisque nous héritons d'une situation, et vous-même on a dit la vérité, donc on a une situation... Non mais c'est pour ça que je pose une question de carence, le montant, combien ça fait? Et donc on n'a pas aujourd'hui de montant, on est simplement en discussion avec l'État sur la carence actuelle et sur le montant de l'amende que l'État entend nous attribuer pour les années à venir, et donc aujourd'hui on n'a pas de montant. Donc on est en discussion avec l'État. On a un bilan qui a été fait sur les années antérieures, et donc aujourd'hui on a présenté au sous-préfet le projet et la façon dont on va entendre mener les opérations pour les années à venir, de manière à produire du logement social, et là encore à tenir nos engagements en le faisant de façon différente par rapport à ce qui avait été fait sur le mandat précédent. Je ne souhaite pas polémiquer, simplement je vous donne, je vous donne les éléments, et donc aujourd'hui on est en discussion avec le sous-préfet, et donc dès qu'on aura des clarifications, je les rendrai évidemment publiques. Pour le moment, on est encore dans la phase des discussions avec le sous-préfet sur ces sujets-là. Alors, juste par rapport à cette carence, ce qui m'inquiète, moi, par rapport à cette carence, c'est que quand tous les 3 ans, vous avez dû passer le fameux grand oral avec le sous-préfet pour expliquer quelle est votre politique de logement social sur Saint-Mitre pour rattraper, comme vous dites, ce retard qui est historique et que l'on ne maîtrise pas, l'État a dans son amende 2 choses très différentes. Il y a l'État en tant que tel, donc le nombre de logements qui n'existe pas. Et ensuite, il y a des objectifs triennaux qui permettent de dire comment je comble ce retard et quels objectifs je me mets. À partir de ces 2 éléments-là, l'État définit le montant de l'amende, donc le montant de fonds lié à la carence en tant que tel, et le montant, je dirais, de la volonté politique de pouvoir combler ces objectifs. Le problème, c'est que quand vous, par exemple pour ces 12 logements, ça a évité à l'époque, sur la triennale, je ne sais pas laquelle c'est, mais ça doit être celle de 2016-2019, sur cette triennale, ça a évité de multiplier l'amende par 1, 2, 3, jusqu'à 5 fois l'amende prévue. C'est-à-dire, ce n'est pas une simple proportion de logements. Le préfet statue en disant si vous n'avez fait aucun effort, on multipliera l'amende par 2, 3, 4 ou 5. Là, le fait de supprimer ces logements, c'est pas une petite carence qui va être, en tout cas, ça risque de ne pas être une petite amende, mais par contre, une proportion multipliée parce que l'effort n'aura pas été fait. C'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire que sur 132 000 euros, s'il multiplie par 4 ou 5, je vous laisse le montant que ça fait, puisque c'était le montant que l'on avait à payer. Donc c'est ça qui est inquiétant. Donc c'est pour ça que vous me dites que vous négociez. Sauf que les services de l'État, ils sont clairs. S'il n'y a aucun effort qui est fait pour essayer de combler le retard, on multiplie, on n'ajoute pas, on multiplie l'amende par 3, 4 ou 5. Alors, 132 multiplié par 5, c'est ce que ça pourrait faire. Alors non, pas par 5, parce qu'il y a des plafonds, et puis vous le savez comme moi, rien n'est automatique en la matière. Il s'agit par contre que les efforts soient réels, et je pense que dans les arguments qui ont été présentés au sous-préfet et au service de l'État, le sérieux de la démarche municipale a été constaté. Donc il y a des temps administratifs qui font qu'aujourd'hui cette discussion n'est pas terminée. Et de manière, c'est une discussion qui ne se termine pas dans le sens où, même s'il y a une première décision qui est prise par l'État, il y a un suivi qui est fait tout au long des années, tout au long du mandat. Donc nous, aujourd'hui, on a un certain nombre d'opérations sur lesquelles on peut avancer. La volonté, c'est de sortir de la judiciarisation qui nous avait fait perdre, à nous communes, nous tous compris, c'est pas une question de majorité d'opposition, mais qui nous a fait perdre du temps. Et donc le but maintenant, c'est d'arriver à sortir de ces logiques judiciaires et à réussir à sortir des opérations sans qu'il y ait des oppositions qu'on avait connues pendant longtemps. Voilà. Donc on a une démarche volontariste, on a présenté un certain nombre d'arguments au préfet, il y a des choses qui pourront être mises sur la table dès que le préfet aura pris une décision. Il y a encore des rencontres qui sont prévues début janvier avec le sous-préfet sur ces questions-là. Et donc on a évidemment, vous vous en doutez, un suivi minutieux, presque quotidien sur ces sujets, parce que c'est un enjeu fort pour la commune, en termes d'aménagement équilibré, et en termes aussi de respect de nos engagements. Oui, donc, ce que je vous disais, j'entends que ce soit quelque chose qui soit mis à jour en permanence. Ce que je disais simplement, c'est que cette annulation-là, de ces 12 logements, impacte des amendes d'il y a 3, 4, 5 ans. C'est-à-dire c'était des amendes qu'on payait avant. Donc il y a ce retard-là, mais votre démarche dont vous parlez maintenant, positive sur la création de logements sociaux, elle démarre maintenant. Donc en fait, vous allez devoir payer une amende
que l'on n'avait pas payé pendant 4-5 ans pour rattraper ça, plus, en dehors de votre volonté, de faire quelque chose. Sauf qu'en début de séance, vous avez annoncé que vous aviez aussi supprimé... On paye une amende, juste... on paye une amende. Oui, non, mais ça je sais. Vous dites on ne paye pas d'amende, on paye Non, mais une je sais. amende. Non, mais ça je sais. Et sauf que vous avez annoncé en début de séance Gambetta, 27 logements, donc vous avez supprimé 12 et 27 logements. Je rappelle que normalement, dans la moyenne basse, c'est 57 logements tous les 3 ans. Donc vous avez en plus supprimé les 27 de Gambetta. Gambetta, non, c'est 29. Ouais, 27 ou 29. 29 dans le premier, 27 dans le deuxième projet. Premier permis, c'était 29, deuxième permis, c'était 27. Donc, vous avez supprimé ces logements-là, ça fait beaucoup, quoi. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez lui prouver comme démarche. On va se trouver avec une amende à 500 000 euros. C'est ce qu'on voit. Hein. C'est ce qu'a payé Carrie. On va payer 500 000 euros d'amende pour les logements. Donc, à annuler les projets, ils ne débarquent pas comme ça. Donc voilà, je suis très inquiète sur les amendes. Je ne vais pas faire de commentaires sur la politique menée par la ville de Carrie, mais je pense qu'elle est différente et dans sa situation et dans sa politique menée de ce que nous faisons à Saint-Mittre-les-Remparts. Et par ailleurs, le projet Gambetta était un projet, une fois encore aujourd'hui, qui est grévé de contentieux. Donc ce sont des opérations qui n'auraient pas pu se réaliser. Et nous, une fois encore aujourd'hui, notre volonté, c'est de dialoguer avec les aménageurs et avec la population pour parvenir justement à sortir les projets et non pas à rester enferrés sur des logiques judiciaires et contentieuses qui font qu'on ne produisait jusqu'à présent 0 logements sociaux. Donc c'est bien d'avoir inscrit parce qu'effectivement l'opération a été engagée, puis à la fin ça ne se fait pas. Donc une fois encore aujourd'hui on gère l'héritage et on entend bien défendre notre position vis-à-vis du sous-préfet, défendre la commune de Saint-Mittre et sa population, défendre un aménagement équilibré de l'ensemble de nos quartiers sur ces sujets et les défendre de façon efficace en n'alourdissant pas notre amende. Hein, c'est une ligne de crête qui est étroite, j'en conviens tout à fait, mais pour autant, nous sommes engagés dans cette démarche, dans le respect de nos engagements électoraux et dans le respect aussi de la loi. Donc nous montrons au préfet que nous sommes réellement volontaristes et nous sommes persuadés que nous sommes en capacité, au cours de ce mandat, de produire davantage de logements sociaux qu'il n'en a été fait lors du mandat précédent. Voilà. Je note bien cette information. Et en tout cas, j'espère que l'amende ne grèvera pas nos budgets, parce que là, ça fait beaucoup de flambées. 100 000 par-ci, 564 par-là, plus l'amende, ça fait beaucoup d'argent, je trouve, qui part un petit peu comme ça en fumée. Voilà. Alors, non, l'argent ne part pas du tout en fumée. Alors, une fois encore, sur le rachat de ces terrains qui ont vocation à être revendus, c'est une opération qui va être la volonté et la recherche, c'est qu'elle soit blanche pour la commune. Donc, il n'y a pas du tout d'argent qui part en fumée. Il y a par contre un enjeu en termes de production de logements sociaux. Et l'enjeu pour nous, c'est une fois encore de réussir à en produire en respectant le caractère villageois, en respectant les lieux d'implantation, en ne désignant pas autoritairement dans le dos de la population, comme vous l'aviez fait à l'époque, un certain nombre de terrains. Et je vous rappellerai très longtemps le courrier de juin 2013 que vous aviez envoyé sans vouloir le rendre public à la DDTN. On l'a récupéré, on a les informations, on a les dates, on a les faits. Et cette démarche-là, c'est pas la nôtre. Ouais. On en reparlera dans 6 ans sur la production de logements. Et au-delà de nos échanges, je pense que pour le coup, ce débat est légitime. Donc, voilà. Je pense que les points de vue avaient besoin d'être exprimés et c'est très bien comme ça. Si nous avons épuisé le débat, je vous propose maintenant de passer au vote. C'est une question annexe. Sur l'achat prévu à 534 000 euros. 564, pardon. Bon, n'y a-t-il pas des frais de notaire? Il y a évidemment des frais de notaire, mais M. Barbaro, aujourd'hui on n'a qu'une partie des éléments, mais il est possible qu'on les revende en ayant viabilisé de manière à effacer effectivement ce genre de frais. Est-ce que nous pouvons passer au vote? Alors, est-ce qu'il y a des votes contre ce point? Oui, 6 votes contre, des abstentions, des votes pour. Le projet est adopté. Merci à vous. Projet numéro 24, cession de la parcelle communale AP 196 et acquisition de la parcelle AP 194. C'est une opération qui avait été lancée sous le mandat précédent, que nous poursuivons parce qu'elle avait une logique dans la mesure où il s'agit simplement de prendre acte de la modification de l'emplacement d'un chemin. Si on a des débats sur ce point, n'hésitez pas. Madame Alifa, pas de remarques, très bien. Est-ce que nous avons des votes contre? Des abstentions? Alors à l'unanimité, merci à vous.
Projet numéro 25, servitude sur les parcelles section AR 51 et 52 au profit de la société GLAD afin de permettre l'alimentation en eau brute par la société du Canal de Provence au bénéfice du camping Félix de la Bastide. Je pense que quand on a lu le titre, on a compris de quoi il s'agissait et qu'on n'a pas besoin d'entrer davantage dans les détails, sauf si vous avez des questions. Non, pas forcément que pour cette servitude, mais par rapport à l'avancement du projet SCP, on en est où? Écoutez, le projet continue, on est sur la fin du projet. Votre question précise sur savoir quand est-ce qu'il y a une mise en eau et comment ça se passe, les contrats, où on en est, l'équilibre du projet, est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui ont adhéré, puisqu'il y avait quand même un équilibre un peu limite sur le fonctionnement. Donc voilà, c'est tout le sujet, savoir quand est-ce que les gens vont avoir l'eau chez eux et dans quelles conditions et avec quel équilibre. Alors, on n'a pas encore les dates, mais le projet se poursuit. On a quelques nouvelles adhésions. Et je ne sais pas si l'adjoint aux travaux a des éléments supplémentaires sur le sujet. Non, pas d'éléments supplémentaires. Mais on pourra faire un point. Donc on aimerait bien avoir un point sur l'avancée des travaux, le planning, dans le planning, savoir quand est-ce que les choses vont se réaliser. Alors, merci. Très bien. Alors, est-ce que nous avons des questions supplémentaires? Pas de questions supplémentaires, nous pouvons passer au vote. Est-ce que nous avons des votes contre? Des abstentions? Pas d'abstention, alors à l'unanimité, merci à vous. Projet numéro 26, Noël des enfants du personnel, attribution de cadeaux. Alors, je rappelle à l'Assemblée et au public que depuis plusieurs années, la commune organise une séance récréative de Noël au bénéfice des enfants du personnel. À cette occasion, la commune propose aux agents de choisir un cadeau pour leurs enfants. Cette année, nous ne pouvons pas mettre en place cette séance récréative. Et donc, en plus du cadeau, il vous est proposé par cette délibération de voter pour pouvoir offrir des entrées au parc de loisirs ICO sur la Lac des Étangs pour les enfants du personnel municipal. Voilà pour l'essentiel. Est-ce que nous avons des questions sur ce point? Oui, Madame de Rivat, vous avez la parole. Pas une question, une remarque. Donc nous voterons pour, car nous avions déjà pris contact avec ICO pour organiser le Noël des enfants du personnel cette année en 2020, s'il n'y avait pas eu bien sûr la pandémie. Et donc, nous sommes contents que vous continuiez cette collaboration. Et moi j'ai juste une question à ajouter. Et moi j'avais juste une petite chose à demander. Donc c'est pour les moins de 14 ans, c'est ça? C'est pour les moins de 14 ans. Bon, je ne suis pas sûre que tous ceux de 14 ans iront, mais et pour les autres, quel type de compensation vous prévoyez au-dessus de 14 ans? Écoutez, on fait au mieux. Donc, non, mais c'est juste une question. Est-ce que vous avez pensé pour les autres, leur proposer, qu'est-ce que vous leur proposeriez? Non, pour le moment, nous, déjà dans le cadre de cette délibération, on propose ces dispositions. Et puis derrière, effectivement, on a des sommes qui ne sont pas engagées, qui ne sont pas mobilisées. Et donc, ça peut nous permettre derrière de penser à organiser d'autres activités. Mais pour cette délibération, pour ICO en tout cas, on est limité à 14 ans. Donc, dans le cadre de cette délibération, on s'arrêtera. Oui, mais Noël, c'est dans 15 jours et on se reverra que l'année prochaine. Donc, c'est maintenant qu'ils ont besoin du cadeau, pas en 2021. Enfin, je trouve bizarre que vous n'ayez pas pensé aux autres enfants pour une question d'équité dans les enfants du personnel, parce que bon, ICO, pas de problème, parce que c'est une belle structure et c'est bien, mais quand même les autres... Mais Madame Alifa, au-delà de 14 ans, il n'y avait pas de cadeau déjà? Si. Non, voilà. Ça m'étonnerait. N'est-ce pas, monsieur Elena? Vos enfants, non? Bon, je vérifierai. À 20 et 17 ans et demi, je ne pense pas qu'ils aient eu un seul cadeau depuis que je suis sur famille. Et je vous confirme que c'était jusqu'à 14 ans. Et le spectacle, par contre, était prévu pour tout le monde. C'est ce qui vous avait pas mal mis en pétard, je me rappelle. Alors, vos enfants n'iraient pas au spectacle. Voilà. On peut voter. Alors, je doute que mes enfants, à 20 ans et 17 ans et demi, aillent voir Cache-Cache Noël. C'est ça, c'était ça le sujet. Voilà, je voulais en venir. Donc, voilà. on va revenir au débat municipal avec une toute petite modification, rectification d'erreurs matérielles sur cette délibération, où nous avons au milieu de la délibération un 2019 qui doit être remplacé par 2020. Le plafond mensuel de la sécurité sociale, qui est de 171,40 € en 2020 et non pas en 2019.
Voilà. Je suis pas certaine de ça, vous êtes sûr? Oui. Parce que normalement, on le fixait l'année d'après. Mais non, là, on a vérifié tout à l'heure. Ah, d'accord. On fait cette modification. Comment ils peuvent avoir le plafond? Non, ok. Le plafond 2020, ok. Sur cette délibération, est-ce que nous avons des votes contre? Des abstentions? Alors à l'unanimité, merci à vous. Projet numéro 27, création d'un emploi à temps complet, modification de la durée hebdomadaire de travail d'un emploi d'adjoint d'animation territoriale à temps non complet. Alors, par délibération en 2018, le conseil municipal avait créé 8 postes d'adjoint d'animation territoriale à temps non complet. Et nous vous proposons par cette délibération de supprimer un poste d'adjoint d'animation à temps non complet pour créer un poste d'adjoint d'animation à temps complet. Progressivement, nous renforçons notre dispositif et chaque fois que nous pouvons, eh bien, nous basculerons vers des temps complets pour ceux qui peuvent effectivement trouver une pertinence intéressante pour le service. Évidemment qu'on essaye d'améliorer la situation des agents, mais que ça doit toujours répondre à l'intérêt du service. Donc c'est bien la réorganisation progressive de notre service qui nous conduit aujourd'hui à vous proposer cette modification. Et par ailleurs, je vous propose également la création d'un poste d'adjoint technique à temps complet. Cette création de poste fait simplement suite à la stagiarisation d'un agent qui était contractuel. Et donc, c'est une création au tableau des effectifs, mais ce n'est pas un nouveau poste puisqu'il existait déjà. Est-ce que nous avons des questions sur cette délibération, Monsieur Baroureau? Oui, alors sur la question. Oui, donc sur la question de l'animation. Dans un premier temps, je ne comprenais pas très bien de quoi il s'agissait, donc je me suis un petit peu renseigné, et manifestement, corrigez-moi si je me trompe, il s'agirait d'un complément de service à la bibliothèque sur l'animation numérique. Est-ce que c'est bien de cela qu'il s'agit? Non, c'est pas ça. C'est simplement qu'on développe les activités. Alors, il y a un certain nombre de choses qui avaient été initiées depuis l'espace public numérique, et les projets se développant, eh bien, nous avons trouvé la pertinence à pouvoir compléter un temps qui était donc un temps incomplet pour qu'on puisse renforcer le travail qui était fait du côté de l'espace public numérique et le prolonger du côté du centre de loisirs. Donc, c'est pas au sein de la bibliothèque que ça se passe au sein du centre de loisirs et en prolongement et en développement des activités qui sont proposées. Je comprends mal votre réponse. Bon. Est-ce qu'il s'agit d'un complément de service d'augmentation d'activité, je veux dire, d'animation au sens large, auquel cas on peut admettre tout à fait que quelqu'un qui soit sur un demi-service passe sur un service complet, tant mieux. Si on a la capacité financière de le couvrir, tant mieux pour la personne. Si maintenant il s'agit de faire qu'un demi-service devienne un service complet avec une autre spécificité, ma question serait, est-ce que nous avons procédé, est-ce que vous avez procédé à un appel de candidature s'il s'agit d'une compétence différente, j'entends bien, hein, de la compétence initiale requise par la personne? Alors, votre appel à la candidature s'expliquerait dans la deuxième hypothèse que vous venez de soulever. Or, la réponse, c'est la première hypothèse. Donc, effectivement, on est simplement sur un complément d'activité sur du temps d'animation. Alors, pour bien comprendre, parce que je n'ai pas compris votre réponse, vous dites non, mais après, vous dites oui. Quand on a parlé de bibliothèque, c'était lié notamment à l'EPN. On est bien d'accord que ce demi-poste correspond aux heures supplémentaires que l'on fait faire à un agent qui a un demi-poste en animation et qui faisait des heures supplémentaires dans le cadre de l'EPN. Et que pour régulariser cette situation, on crée un poste complet. Donc il a un demi-poste en animation et un demi-poste en EPN. C'est bien cela dont il s'agit. Et c'est pour ça qu'on vous parle de l'appel à candidature. Parce que si c'est le poste de l'EPN qui nécessite une compétence dans le numérique, est-ce que cette personne qui passe d'un demi-poste à un poste complet a bien la compétence? C'est ça la question. Donc on va peut-être mal formuler, mais c'est ça le fond de la question. Oui, mais ce n'est pas du côté de l'EPN qu'on renforce, c'est du côté de l'animation. Et bien tout à l'heure, vous avez dit que c'était côté EPN. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. Non, j'ai dit qu'il y a un certain nombre de projets qui avaient été initiés du côté de l'EPN, qui trouvaient un prolongement du côté de l'animation, et que des synergies... Oui, mais c'est pareil. Ça veut dire que c'est de l'EPN qui va dans l'animation, c'est pareil. Non, c'est-à-dire que ce qui se fait dans le cadre de l'EPN, une fois encore, peut trouver...
Alors, le EPN, espace public numérique, Oui, pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément tous les sigles en tête, qui est une compétence métropolitaine qu'on a récupérée avec l'agent et qui est un agent à temps complet, donc on sait qu'il ne s'agit pas de lui, on ne donnera pas de nom sur les agents concernés. Non, c'est pour ça qu'on reste... Mais donc cet agent a, dans le cadre de son travail au sein de l'EPN, a commencé à travailler et à prolonger son travail, plus exactement, on a une homogénéisation qui s'est faite avec les animateurs du centre de loisirs notamment. Et donc, on a des projets qui se développent, et donc il y avait une pertinence à libérer du temps, et plus exactement à augmenter le temps de travail d'un des agents avec lesquels le travail se faisait, de manière à pouvoir densifier l'offre de services et l'offre d'animation, mais on est bien au côté animation. Donc, ce qui a été initié du côté de l'EPN trouve un prolongement qui n'est pas EPN, qui est un prolongement d'animation. Oui, mais c'est bien des compétences numériques. Parce qu'en fait, cet agent, on connaît et on sait très bien qu'il avait déjà commencé à aider justement la personne de l'EPN à développer ses activités. Ça s'est fait petit à petit au départ par des heures supplémentaires. Donc là, j'imagine que vous avez été plus loin et que vous décidez de créer un demi-poste. Donc on veut être sûr que la personne est bien compétente pour ces questions numériques. Une fois Même encore, si c'est de l'animation, ça peut être de l'animation, mais quand c'est de l'animation numérique, ce qui compte, c'est de savoir de quoi il s'agit. mais une fois encore, la qualité du travail réalisé depuis un certain nombre de temps nous a conduit à trouver pertinent, effectivement, de compléter le temps de cet agent. D'accord. Donc, on n'a aucune hésitation sur le sujet. D'accord. Après, moi j'ai une deuxième question. Donc, excusez-moi, alors si je comprends bien, donc il dépendra de la direction des centres de loisirs. Tout à fait. D'accord, merci. Et moi j'ai une deuxième question concernant la stagérisation de l'agent concerné. Dans le tableau des effectifs, je ne comprends pas pourquoi vous n'utilisez pas les postes vacants. Parce qu'il y en a 2 qui existent. C'est-à-dire vous créez de la masse salariale alors qu'on avait le potentiel. C'est-à-dire on passe bien de 2 à 3, donc on a 2 postes vacants dans la filière adjointe technique. Alors quand les postes Et sont pourquoi vacants, vous créez... la masse salariale n'est pas mobilisée. Oui, non, mais j'entends bien la remarque sur la théorie. Hein. D'ailleurs, je pense qu'on avait déjà eu des échanges sur c'est-à-dire vous nous avez tellement critiqué sur l'augmentation des tableaux d'effectifs pendant notre mandat que là, vous l'augmentez. Alors nous, en général, on n'avait rien en poste vacant. Là, vous avez 2 postes vacants et vous créez encore un poste. Prenez-le dans le poste vacant. Je ne comprends pas là. Pour le coup, vous augmentez encore quelque chose. Mais ils sont là, les postes vacants, ils ont été créés. Pourquoi vous en créez un 3e? Il y en avait déjà 2. Écoutez, je vous pose la même question, puisque on se retrouve dans la situation inversée. C'est très drôle, hein, cette question. Mais pas du tout. Puisque globalement, on n'avait pas les postes vacants. Quand on n'avait pas de postes vacants, on les créait. Pourquoi vous en créez un 3e Ouais. Enfin, franchement, là, pour le coup, vous aviez le poste vacant. Ça faisait même pas l'objet d'une délibération. Il n'y a aucune création de masse salariale. On devait avoir une délibération dans tous les cas. Donc, nous, on a une délibération telle quelle. Si les postes vacants ne sont pas utilisés, ce n'est pas de la masse salariale mobilisée. Mais pourquoi vous créez un poste que vous avez? Et peut-être qu'on a des projets pour la suite, madame ça. Mais ça change rien. Oui, si. Mais c'est pas une réponse. En tout cas, ce soir... C'est pas une réponse. Pourquoi vous prenez pas... Vous avez 2 adjoints techniques, vous avez des postes libres. Pourquoi vous les donnez pas à cet agent stagérisé? Enfin, c'est une question administrative et technique. Hein. Ça n'a rien à voir avec des choix. Du coup, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez gonfler, avoir des postes de partout? Ça sert à rien, vous les avez. Vous les avez déjà. Il y a 0 enjeu sur ce débat. Il y a 0 enjeu sur ce débat. C'est ma réponse. Alors, franchement, vous ne répondez pas à la question, hein, au contraire. Et vous essayez d'y penser, d'y voir un enjeu, il n'y en a pas. Voilà. Nous passons désormais au vote. Est-ce que nous avons des votes contre cette délibération? Des abstentions? Oui. Des abstentions? Je vois tout le monde, 6 abstentions. Très bien. Des votes pour? C'est adopté. Merci. Alors, nous passons aux questions diverses. Est-ce que nous avons des questions diverses? On n'a pas eu de questions qui nous ont été transmises. Pas de questions diverses. Non, c'est simplement la réponse à nos courriers et puis l'alarme coque bleue, si vous pouvez faire quelque chose. C'était les 2 sujets. Ça a été modifié, théoriquement, vous ne devriez plus être embêtés. Bon, j'espère. L'ordre du jour étant épuisé, je prononce la fin de ce conseil municipal et je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci à vous.